Nicolas Haute va-t-il enlever la hype des Fighting Nerds à Paris avec Benoît Saint-Denis et Nassourdine Imavov? Comment analyser la défaite de Nora Cornol face à Carol Rosa ce week-end à Las Vegas? Fluffy Hernandez va-t-il s'inscrire comme un challenger possible dans la catégorie des moins de 84 kilos? Adjouj Landu est-il le combat franco-français de l'année? Et qu'attendre de Hexagone MMA 32? C'est le programme chargé de Aldric Enerby. Générique. Bon, Aldric, on se retrouve pour ce 14e épisode de Aldric Enerby. Comment ça va? Très bien, et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Gros week-end de combat et week-end aussi un peu tragique pour le combat, pour la boxe. Tu sais que j'aime tant, et la boxe japonaise. Donc émission que je vais dédier à Shigetoshi Kotari et Hiromasa Urakawa, ces deux boxeurs japonais qui étaient au Korakuen le samedi, et les deux ont dû subir une intervention chirurgicale, une craniotomie, donc intervention au cerveau après leur combat. C'est terrible. On a eu Jinjiro Shigeoka il y a quelques semaines, on se souvient de Kazuki Hanaguchi, c'était il y a quelques mois aussi. Ce style japonais que j'aime tant, dans ces catés-là où on tombe pas beaucoup et où on peut se faire des guerres à se mettre des coups dans la tête, c'est quand même terrible. Et je voulais aussi le dire parce que c'est pour rappeler que le combat, c'est pas de la blague, que ce soit la boxe ou le MMA, qu'on mène nos vies, hein, tu le sais mieux que moi avec tes élèves et toi quand t'étais combattant, et que tu vas voir pourquoi je dis ça aussi, parce que plus tard dans l'émission je mettrai un coup de gueule par rapport à ça et aux gens qui se permettent des choses par rapport aux combattants qui nous donnent tant et qui donnent tant de leur vie pour ces sports qu'on aime tant. Aldric, on passe aux sportifs et on va commencer cette semaine parce que ça a été l'annonce des derniers jours, l'officialisation, ça tournait, t'en avais un petit peu parlé ces dernières semaines dans l'émission. BSD Benoît Saint-Denis qui accueillera Mauricio Ruffi, ce sera le 6 septembre à Paris pour le co-main event. On rappelle le main event Nassourdine Imavov, Caio Borraio. Donc les deux combattants des Fighting Nerds contre les deux combattants de Nicolas Haute. Déjà, ça donne un super éclat, je trouve, à l'UFC Paris. On va l'attendre fort, fort, fort. C'est ce double co et main event. Ouais, puis on peut même on peut même le décupler. C'est-à-dire qu'il y a ce Fighting Nerds contre l'équipe de Nicolas. Il y a en tout 4 affrontements France-Brésil. Donc c'est lourd. Déjà, il y a toujours, même si c'était notre bête noire, il y a une rivalité. Avant, quand tu prenais un Brésilien, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des ratios largement équivalents en l'heure quand on les affronte. Néanmoins, c'est toujours compliqué. Et là, en plus, sur les deux derniers, c'est des passages de flambeau hyper compliqués. Il y en a un qui veut la place de Nassourdine, l'autre qui veut rentrer dans le top 15 et qui veut en éjecter Benoît. Donc il y a beaucoup d'incidences dans ces affrontements. Il y a une très grosse équipe, on pourra en dire, elle ne cesse de grossir au Brésil, on l'a encore vu, elle a renforcé ses rangs pas plus tard que ce week-end. Donc il y a un gros coach hyper médiatisé, un des seuls coachs qui n'est pas combattant au Brésil et qui a réussi à percer dans ce pays tellement exigeant. Donc ouais, il y a des milliers de choses à dire là-dessus, c'est hyper intéressant. Et cette rivalité sportive, elle dépasse le MMA, parce que on a vu depuis que ça a été officialisé pour BSD, t'as vu plein de photomontages où on leur met le maillot de l'équipe de France de foot et le maillot de l'équipe de... On les a joués plein de fois en Coupe du Monde, on les a souvent battus en plus. Enfin, il y a un vrai truc quand tu fais France-Brésil. Moi, en tant que fan de MMA, je suis presque en train de me dire, alors j'en pense pas un mot, hein, mais pourvu que je travaille pas, que je puisse l'analyser en tant que Jab Life, tu vois, parce que c'est un régal absolu. Après, les choses feront que je mens et que peut-être que j'y serai, peut-être que j'y serai pas, ça on verra dans quelques semaines, mais ouais, l'événement est complètement fou. C'est dingue ce qui va se passer. Et puis de toute façon, si tu y es, je sais très bien que tu vas pour le mec co-main et le main, là tu vas regarder ça, t'auras fini ton boulot quoi qu'il arrive, et tu vas regarder ça avec cet œil d'analyste en chef. On commence par le match-up qui a été officialisé cette semaine quand même, BSD Ruffi. Tu le disais, Mauricio Ruffi, il fait peur. Il est en dehors du top 15 et il veut y rentrer. Ouais. Benoît, on sait ce qui s'est passé ces derniers mois, mais il y a eu la victoire contre Prepolek à Montréal, bien sûr, pour se relancer. Mais on se rappelle, Poirier et Moïcano, bien sûr, en 2024. Donc, il joue aussi sa place dans ce top 15-là, Benoît. Gros match-up niveau sportif et gros enjeux pour les deux. Ouais, puis pareil, je me suis permis de regarder un petit peu les commentaires et tout, et j'ai trouvé qu'il l'enterrait un peu vite, Benoît. Il faut quand même pas... Oui, ce qu'il a fait contre Bobby Green est absolument fou. Et c'est peut-être le chaos de l'année, ce coup de pied retourné, timé, et puis c'est pas la première fois qu'il le fait. Donc oui, c'est un très solide striker. Mais quand tu regardes le combat juste avant Bobby Green, c'est un mec qui est même plus à l'UFC, qui l'affronte, qui a perdu le week-end dernier à l'UE Warrior. C'est juste pour resituer, c'est pas un manque de respect, tu me connais, hein, c'est que moi les combattants... Il a pas encore énormément prouvé, c'est ça que tu veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, à part un Bobby Green qui est un striker, et on le sait, et qui change jamais de game plan, sur un mec qui peut avoir un game plan différent, travailler sur plusieurs distances, aussi bien lutter que boxer dans la poche, il nous a pas encore montré. Donc il faut arrêter de dire, il va se faire fumer. Alors bien sûr que Ruffi, techniquement, c'est ce qui se fait de mieux, et pour avoir quelques indicateurs au Brésil, à l'entraînement, il est exceptionnel. Ça, c'est une réalité. Maintenant, la cage de l'UFC, elle est impitoyable, on le sait. En termes d'expérience, il n'a pas encore mené de très grosses guerres avec un mec qui vraiment
La seule certitude qu'on sait aujourd'hui, c'est que Benoît, il doit faire du Benoît en termes de volonté. Je peux pas te dire quel game plan il va travailler avec son coach, même si je pense en avoir une petite idée. Mais on sait que ça doit être 15 minutes intensif et qu'il doit donner sa vie. J'aime pas parler comme ça, mais c'est vrai, tu vois. Et qu'en termes d'intensité, il doit faire ça pour gagner. Mais moi, je vois plein de chemins où il lui pose d'énormes problèmes. Ouais, je vois des chemins aussi. Et pour le coup, ce côté intensité, là, je fais vraiment confiance à Benoît. Chez lui, la mentalité qu'on connaît de Benoît, tu vois, de guerrier, parce que c'est aussi son passé, à lui, cette envie de défendre sa place, parce qu'il le sait qu'il joue sa place dans le top 15, je pense, dans ce combat-là, et qu'il est très important pour la suite de sa carrière, même si une défaite, ça pareil, hein, parce que j'ai vu des commentaires, s'il perd, c'est fini pour Benoît Saint-Denis. Les gars, c'est du combat. Tu sais que le public actuel du MMA, comment il aurait enfoncé Charles Oliveira à une époque. C'est une folie quand il pense. Notre public est dur. Après, je te dis, le problème... Une partie, bien sûr, tu vois ce que tu veux Non, dire. mais en fait, il faut comprendre aussi. Moi, je t'ai vu, je suis le premier à m'énerver. Et des fois, je le regrette. Je me dis non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Les mecs, ils n'ont pas un plein temps sur le MMA. C'est-à-dire qu'ils ont une culture de l'instant. Donc, pour eux, associativement, Ruffy a battu Bobby Green. Donc, il va rouler sur Benoît. Et il se donne pas, tu vois, je parlais de James Liotop, qui était le précédent adversaire de Ruffy. Et Ruffy est auteur d'un combat très moyen. Mais ça, tout le monde l'a oublié. Parce qu'il y a ce coup de pierre tourné, parce que son équipe a la hype, parce que Pablo Sucupira, parce que plein de choses, tu vois. Et notre public, aujourd'hui, c'est pas un public qui a plein temps en termes d'expertise. Donc, ils vont vite, ils prennent des raccourcis. Et surtout, il y a moins de sources d'informations qu'au football. Au football, t'écoutes l'équipe TV 5 minutes. Et tu t'es fait un petit panorama vite fait de l'actualité et tu as besoin de 5 minutes par jour. Nous, l'information, elle est plus dure à avoir. Alors nous, j'espère que on est en train de favoriser ça avec Jab Life et qu'on amène un contenu d'information toutes les semaines. Mais c'est quand même plus difficile d'avoir du savoir et du recul sur ce sport. Ça, faut être honnête. Non, mais tu sais que ça va avec la société moderne, cette culture de l'instant qu'on a. Mais je te dis, si tu regardes le passé, elle est terrifiante, cette culture de l'instant. Ils auraient enfoncé Charles Oliveira. Tout le monde aurait dit qu'il fallait virer ce mec-là de l'UFC. Mais Rab, il commence à l'UFC par 2 défaites. Qu'est-ce qu'ils auraient dit d'Islam quand il prend le KO alors? Tu vois, enfin, c'est absolument terrible quand tu sais comment tu peux rebondir. Un Benoît, il est encore jeune. Tu perds contre Ruffy à Paris, il y a rien d'infamant du tout. Non, par contre, il y a un effet immédiat. Je pense qu'il sort du top 15. Complètement, on est d'accord. Mais ça veut pas dire que tu peux pas y revenir. Ça veut pas dire qu'il va pas y revenir. Et puis regarde, t'as des mecs qui gagnent et qui perdent, je peux t'en citer plein. 70 et à qui on laisse sa chance parce qu'ils sont spectaculaires aussi. Et t'en parlais pour rester dans le match-up sportif, mais moi aussi je vois des chemins de victoire, mais va y avoir un vrai défi au kicking range aussi, comme tu le disais. On sait, tu vois, les middle de Benoît aussi, mais je trouve que ça va être déjà une des clés de ce match-up-là. Je pense que c'est la distance dans sa globalité. Moi, mon avis, et je veux pas du tout rentrer dans l'intimité de ce qui va être dit dans le team, dans la team de Benoît et de Nicolas, mais je pense que c'est une distance sur laquelle tu jettes une pièce. C'est-à-dire que là, tu peux quand même on sait que les middle de Benoît, il peut te casser l'avant-bras. On l'a vu, il l'avait fait. Mais je pense que c'est une distance dans laquelle il faut pas jouer. Parce qu'il est vraiment exceptionnel. Et surtout, il est artistique, créatif, Ruffy, dans cette distance. Et je le trouve, moi, nettement moins bon quand ça se raccourcit. Donc, je vois pas pourquoi il resterait dans cette distance où c'est un peu du toss, tu vois, c'est du pile ou face. Mais je pense qu'il y a plein d'autres distances de notre sport où il peut exceller, Benoît, voire même avoir l'avantage physique. Après, il y a aussi l'allonge qui est énorme. Il a des très grands bras, Ruffy. Il a quasiment 2 mètres d'allonge pour un mec de lightweight. C'est quasiment du jamais vu, hormis les mecs qui font 1m90, 1m92. Donc non, il y a plein de choses qui laissent à penser que je pense que c'est plutôt la distance qu'il faut éviter pour éviter de faire un tirage au sort de ce combat. Mais le match-up est complètement dingue. Moi, je suis hyper hypé. Mais c'est marrant ce que tu disais sur la courte distance, parce que je voyais aussi quelques commentaires sur ça. S'il va à la bagarre, Benoît, il est encore trop poids. Les gars, Ruffy, sur des distances comme ça, c'est pas Poirier. Hein. C'est pas Dustin Poirier. Il y a une très grosse différence sur l'anglaise. Oui, vraiment. Je pense qu'il est meilleur. Je vais dire un truc, parce que pourtant c'est pas un mauvais kicker, Poirier, mais je pense que Ruffy est meilleur en kick in range, parce que en plus il a une variété, que ce soit il est capable de faire du front kick, ce qu'on appelle le tip, si on en parlait avec Baba dans l'émission derrière, mais il est capable d'envoyer des coups de pierre tournés, des high kicks, il frappe en délayé, c'est-à-dire qu'il laisse toucher l'anglaise pour envoyer un kick derrière. Donc l'arsenal est large. Ouais, il a un arsenal technique très large, il a un coach brillant, et là je reviens à ce que tu disais, clairement il y a duel de game plan là. Il y a un duel de game plan très important sur la gestion de la distance, sur la façon de gagner les rounds, sur la variété et l'intervention à l'inter-round. Oui, là, clairement, on est sur un très gros duel. Pablo contre Nicolas. Ouais. Mais on rentre direct là-dedans parce que c'est intéressant. Tu sais, Nicolas Haute contre les Fighting Nerds, mais au-delà de ça, Nicolas Haute contre Pablo Sucupira. C'est vraiment les deux cerveaux là. Et tu vois, ce sport qui est individuel. Moi, j'ai toujours dit, le MMA,
La boxe, c'est pareil, c'est des sports individuels, mais qui se façonnent en équipe. T'es toujours entouré d'un coach, de tes partenaires d'entraînement. Là, il y a presque une notion vraiment d'équipe, pour le coup, avec les nerds d'un côté. Et donc, même si c'est pas une équipe aussi structurée que les nerds à cette façon-là, Nicolas, mais c'est son aéropage de combattants qui va être opposé à eux. Il y a déjà un point important là-dessus. Je le disais dans l'intro, il peut éteindre on sait la hype qu'ont les Fighting Nerds aujourd'hui avec on peut citer aussi les Jean Silva, tu vois, après, il y a eu Prates, voilà, il y a pas eu que des victoires, machin, mais il y a quand même une grosse hype autour de cette équipe. Il y en avait 4. Maintenant, l'équipe se renforce. Il y a un certain champion du monde de jiu-jitsu brésilien dont on va parler après qui a combattu ce week-end, je crois, à l'UFC, sur lequel t'aimes bien me faire des passes décisives. Oui, donc ça se renforce. Il a fait son camp, on en parlera après, au Fighting Nerds. Il y a Henri Cejudo qui est là-bas en ce moment. Donc il y a du bon monde, et c'est pas que Pablo là. Il a pris l'expertise de Cejudo aussi. Il y a vraiment du monde là-bas, et je pense qu'ils ont pris ces affrontements, parce qu'il y en a 2, rappelons-le, il y en a Sourdine aussi, très au sérieux. Tu crois que ça a joué dans le choix de l'UFC de proposer Ruffy à BSD, le fait d'amener les Fighting Nerds en entier, tu vois, d'avoir en fait, cette équipe qui a beaucoup de hype autour d'elle, ensemble sur une même carte. Je te réponds clairement, mais je pense que c'est une exception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'UFC, tu vois, c'est rare qu'ils parlent d'équipe, même pour des équipes où tu as ITT alors qu'ils sont là-bas toutes les semaines, tu vois. Ils le font quasiment jamais. Non, jamais. Par contre, ils ont fait des t-shirts Fighting Nerds qu'ils ont vendus en merchandising UFC, les lunettes. Ils ont fait des inside UFC, des reportages qui sont sur UFC TV où ils sont partis dans l'équipe faire des reportages, interviewer Pablo, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis des lustres, tu vois, d'aller interviewer un coach, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la capitalisation de l'athlète. Ils mettent les athlètes en avant, et le coach, il arrive par l'intermédiaire de l'athlète. Aujourd'hui, Sukupuira, il a réussi à créer un truc, de par ses interviews un peu lunaires, où il fait beaucoup de philosophie, le Invisible Fight. Il est terrible à entendre en podcast, vraiment. Ce sont deux très gros orateurs. Sauf que Nico, il est dans la réalité, dans les faits un peu concrets. Lui, il est un peu philosophe, tu vois, quand il fait des podcasts, et c'est intéressant, du coup, de comprendre un petit peu son truc. Et c'est un orateur, Sukupuira, et c'est hyper intéressant de voir de quelle façon. Par contre, ce qui est sûr, c'est que gagner, perdu, même s'il gagne beaucoup plus qu'il ne perdent, mais tu sens que Prates, il est arrivé avec un vrai game plan contre Gary, et tu sens que les mecs, ils arrivent toujours avec une stratégie qui est vraiment travaillée, tu vois. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir de quelle façon ils vont essayer de s'approprier le match. Mais t'as raison, la façon dont l'UFC aujourd'hui, autour de cette équipe, est en train de créer quelque chose, tu vois, et on le souhaite pas, on va être clair, mais si jamais ils repartent de Paris avec 2 victoires, ils vont en jouer, hein, même sur les réseaux sociaux, l'UFC. C'est-à-dire, les Fighting Nerds ont été conquérir Paris, tu vois, machin, et reviennent avec 2... Ils vont y jouer. C'est la seule équipe qui pousse vers l'avant. Par contre, t'as un effet inverse. T'as avec Nicolas Haute, qui est aujourd'hui très coté sur le MMA français, avec ce qu'il fait avec on peut citer Nassour, Benoît, il y a Baki, il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans son équipe qui l'ont rejoint, et a raison, parce que c'est un coach qui fait du très bon travail. Il n'y a pas encore cette aura internationale pour Nicolas Haute. Ça dépasse très peu nos frontières, même si j'ai vu ce week-end qu'il y avait un site américain qui avait fait un gros article sur lui, tu vois, mais ça commence à peine. Si tu mets 2-0 aux nerds, là, ça change. Ah, mais il peut rentrer dans une ère, ce que Fernand avait fait pour le Ganou, Nico, il peut le faire à l'UFC Paris, même si c'est pas une ceinture directe de l'UFC. Il y a tellement de hype aujourd'hui qui est cultivée par l'UFC. Encore une fois, je te dis, ils sont partis là-bas. Il fait des interviews. L'équipe, elle est connue. Ils font des t-shirts. Ces fameuses lunettes un peu à la Einstein, il a créé une marque carrément. Donc Nico, il peut arriver et se projeter à l'international immédiatement. Et je te laisse même pas imaginer ce que ça va faire pour les athlètes européens, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'Europe, c'est un peu un trou. C'est-à-dire que t'as encore le SBG qui survit grâce à un Français. S'il n'y a pas Azael Adjoud, je crois moi, il y a plus beaucoup de SBG, parce que c'est pas Connor qui va alimenter tout ça. Et t'as le All-Star depuis le départ de Khabib qui reste quand même de Khamzat, pardon, qui reste quand même fournisseur de talent, que ce soit au PFL ou à l'UFC, mais il n'y a plus de grandes stars. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nos Européens, ils ont tendance à fuir un petit peu l'Europe, et ils vont en Thaïlande, au Canada, faire des camps, voire aux États-Unis, comme c'est le cas d'Omar Sy. Et je pense qu'il peut se passer un truc le 6 au soir. Autour de ça. Et tu vois, la communication que je te disais que peut faire l'UFC si les nerds repartent à 2-0, ils peuvent faire la même à l'inverse. Hein. Ils peuvent aussi faire, tu vois, bien sûr, des belles photos de Nico en disant le mec qui a éteint 2 fois les nerds. Il parle anglais, il a fait il a terminé ses études en université. Il y a des choses à dire sur Nico. En plus, il peut plaire. Tu sais, les Américains, quand tu vas un peu dans leur sens, quand tu leur dis oui, mais il a fini son cursus universitaire aux États-Unis, je crois qu'il était au Texas, si je dis pas de bêtises, faudra lui demander.
Bien sûr qu'il a quelque chose de très attrayant. Il y a 2 ou 3 ans, il m'avait demandé de pouvoir le faire aller. Il n'avait pas encore d'athlète à l'UFC à proprement dit. Il m'avait demandé de le faire aller à l'UFC Performance Institute. Il allait prendre des notes. Vraiment, tu vois. C'est un étudiant aussi du game. Il y a beaucoup de. Je crois que c'était même il y a plus de 3 ans. Le temps passe déjà très vite, mais. Voilà, tu sens qu'il a un côté qui pourrait plaire aux Américains qui sont un petit peu chauvins quand même. Mais tu vois, on lui envoie plein de force et on sait que le cerveau doit bouillonner en ce moment à préparer tous ces game plans. Mais ouais, s'il y arrive, je pense qu'en effet, ça dépasse nos frontières maintenant largement et il devient un mec qui compte dans le MMA international. Donc c'est aussi une soirée où il joue gros, mais dans le sens positif, je pense. De toute façon, on lui met pas de pression, il l'a déjà. Quand tu fais main d'un UFC avec un combattant qui peut être à on va dire à un combat de la ceinture et un combattant qui peut être à un combat du top 10, la pression tu l'as. Donc il y a même pas besoin on lui met aucune pression. C'est le jeu et c'est le métier qu'il a choisi. Donc c'est comme ça. Par contre, ça m'ouvre 2-3 questions là que je vais poser au coach plus qu'à l'analyste mais qui sont intéressantes. De toute façon, les deux vont le faire. Pour le coup, Nicolas Haute comme Soukhoupira vont le faire ce soir-là. Comment tu gères d'enchaîner? Déjà, comment tu gères la prépa de 2 combats si importants au même moment, tu vois, la même soirée, et comment tu gères cet enchaînement? Comment tu gères d'enchaîner le main et co-main event avec 2 game plans différents, 2 personnes à qui il faut parler différemment? C'est compliqué? C'est dur? Avantage Nico sur ce truc-là. Mais je vais pas me contenter de te dire cette phrase, je vais t'expliquer pourquoi d'après ma conception à moi. Avantage Nico parce que il y a une pièce maîtresse qui s'appelle Daguerre Imavov. Daguerre, c'est lui qui a fait tout le camp. On a vu que Nassourdine est parti, je crois que c'était en Géorgie, faire une partie du camp. Et pareil, là, quand Nico est pas là, c'est lui qui gère. Il a dit lui-même qu'il a arrêté sa carrière pour s'occuper de son frère. Donc, il a un assistant de luxe qui pourrait être largement le head coach, tu vois. Donc déjà, il faut parler de Daguerre Imavov. Il est, je pense, très important dans le process. Nico est pas tout seul. C'est ça que tu veux dire. Ça, c'est 1. 2, Nico, on voit qu'il a été formé au Factory. C'est pas la team Haute, c'est la team Haute sur le papier, mais ce sont 2 cellules complètement indépendantes. Alors oui, des fois il y a Baki qui monte à 84 ou qui descend à 70 pour aider chaque copain. Il y a bien sûr une synergie dans cette équipe, mais c'est des cellules. Je reprends le terme à l'époque qu'utilisait Fernand, qui sont complètement indépendantes et étanches. C'est-à-dire que il y a moins d'affect, même si on est tous concernés par l'affect. Si un Français perd. Si vraiment tu te sens français et t'aimes les combattants français, bien sûr que t'es peiné, mais quand même les cellules elles sont étanches. Il y a moins d'affect que l'équipe, tu vois. Attends, je t'interromps, mais je pousse ton raisonnement. C'est-à-dire que si Ruffy se fait éclater par BSD, Borayo le vit plus mal que l'inverse pour Nassour. Oui, parce qu'ils ont grandi ensemble. Ça fait. J'imagine ils se connaissent depuis 2017. L'histoire de Soukhoupira avec l'équipe. En plus, c'est intéressant. C'est 2 piliers de l'équipe. Le premier, c'est Caio. Tu vois, Ruffy est arrivé peu de temps après. Donc oui, moi je te dis clairement, quand c'est une équipe vraiment où les cellules ne sont pas étanches, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent ensemble. En plus, Soukhoupira, il fait beaucoup moins d'individualisation que ne le fait Nico ou moi-même, tu vois. C'est collectif matin. Moi, je me contente du collectif après-midi, matin et individualisation d'après-midi. Lui, il fait beaucoup de collectifs sur lequel il intervient sur tous ses athlètes. Donc non, les cellules ne sont pas étanches. Et je pense que si Ruffy se fait monter en l'air, c'est compliqué pour Caio derrière, même si c'est un pro, il va se mettre dedans. On est d'accord. Mais tu vois ton copain partir sur une ambulance, dans une ambulance sur un brancard, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que l'inverse, en tout cas. C'est ça que tu avantage Nico sur ça. Intéressant. Et sur les coachs, tu vois, Nico, lui, peut le vivre mal si ça se passe mal pour Benoît, tu vois, et 5 minutes plus tard, en fait, tu dois retourner au charbon pour Nassour. C'est difficile à gérer ce genre de truc. J'arrive pas à me mettre, je suis pas coach, Aldric. Je peux pas répondre à sa place. Ouais, je sais. Pour avoir bossé avec lui, on a été sur des campagnes équipe de France où on se quittait pas pendant une semaine. Je pense que Nico, il a un peu ce défaut que j'ai aussi, il est à l'affect. Donc oui, il va se reprendre, hein, mais je pense que si ça se passe pas bien pour Benoît, il devra se reprendre rapidement, mais je pense qu'il sera peiné, évidemment. Parce que c'est quand même un garçon qui a un grand cœur, Nicolas Haute. Donc, il le montrera pas. Il va peut-être prendre 10 secondes avant de rentrer dans le vestiaire après le combat. Mais oui, il sera touché. Ça, c'est une certitude. Tu l'as vécu, toi? Sur des événements à moindre importance, d'enchaîner comme ça les combats? Ouais. Avec des gars qui étaient depuis longtemps? Oui. Et alors, raconte-moi un peu. Sans vouloir retourner un peu des souvenirs difficiles, la transition Giroun Sola, elle est horrible. Tu vois, elle est horrible pour moi parce que c'est très compliqué. Au dernier arrêt, donc. Mais je peux t'en citer pas mal des comme ça, tu vois. Mais quand on a, et même si c'est pas directement, là, c'était vraiment main à la Res Marseille. C'est pour ça que c'était intéressant parce que c'est le pur enchaînement, quoi. C'est très difficile. Et t'as quoi? T'as 5 minutes? Enfin, tu vides la tête? T'oublies? T'as le temps de descendre de la cage et de regagner le vestiaire. Je sais pas, ça doit durer 2 minutes
minutes 30, quelque chose comme ça, tu vois, la moitié d'un round. Pour souffler, respirer, faire un peu de sophro. Et tu t'es dit, je switch. Enfin, tu vois. Faut changer de casquette, ça y est. 10 rounds, je lui en reparlerai plus tard et on voit ça après. Dans 2 semaines ou 3 semaines. Et là, il faut couper, changer de maillot parce qu'ils ont pas le même t-shirt d'entrée et changer de personnage. Presque, c'est une représentation, tu vois. Ouais, non, tu dois avoir ta voix claire et pas rock parce que sentimentalement t'es ruiné d'avoir vu ton copain avec qui tu t'entraînes de 365 jours par an perdre, tu vois. C'est des choses qui sont compliquées. Ouais, c'est fascinant, je trouve. Enfin, tu vois, ça rajoute à ce match-up-là de façon fascinante. Et de toute façon, je sais que voilà, Nico nous a dit que quand il pourrait, il viendrait un jour sur Jab Life nous voir. Ce sera peut-être après Paris pour le coup, parce que là, il est bien occupé et a raison. Mais ce sera intéressant de lui en parler, même encore plus post-fight pour voir comment il aura vécu ça. Et on envoie plein de force à lui, à Nassour, à Benoît. Et je sais que tous les deux, on sait qu'ils sont capables de le faire tous et de nous ramener à 2-0. C'est évident. Et je te dis, c'est juste de temps en temps cette culture un peu de l'instant. Oui, il est mort, il va se faire fumer. Les gars, calmez-vous. J'invite les gens, prenez 15 minutes, même si honnêtement le combat est pas fabuleux. Regardez l'avant-dernière prestation de Rofi et vous verrez qu'il y a un chemin de victoire. Parce qu'en plus, pareil, c'est pas une prestation qui date de 2020, sur laquelle il aurait eu 4 ans pour s'améliorer. C'est quelque chose de tout frais, qui a quelques mois. Donc regardez ce combat et après vous allez redescendre un petit peu de l'émotion et de la culture de l'instant et vous verrez que Benoît a son mot à dire dans ce match-up et très largement. Et je sais que le public de l'UFC Paris, je le connais bien, on était dans la salle à chaque fois. Il y a des jeunes, mais il y a aussi pas mal d'anciens, enfin de mecs un peu plus matures. Elle est à combien la cote que si Ziam, et Benoît ont gagné leur combat, avant Nassour, t'entends et 1, et 2, et 3-0 dans le public pour France. Tu vois, France-Brésil, référence de 98. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que t'as dit vite fait, j'ai des questions fabuleuses sur Insta. Et on voit que je suis content parce que la commu Jab Life, elle est sensible et elle est cultivée. C'est-à-dire que j'ai reçu une question que j'ai bien aimée, et je voulais en parler là 2 secondes. J'ai plus le nom et il me Pardonnera. Et si Ziam prenait Rufi, est-ce que c'était un meilleur match-up? Et j'ai trouvé ça d'une connaissance. C'était une bonne question, tu vois. Et du coup, j'ai dit, écoute, je prends quelques instants et j'en parle là. Oui. Je pense que c'est le match-up qui fait le combat. Je dis pas que Benoît est moins bon que Fares. C'est pas du tout ça que je dis. Je pense qu'il y a des adversaires qui sont plus compliqués pour Fares s'il les affronte que pour Benoît et vice-versa. Et sur ce fight-là, j'aurais tendance à répondre oui à notre auditeur Jab Life. Je pense que c'était un match-up plus naturel. Plus naturel, c'est ça le mot pour Fares. Néanmoins, il y a un game plan que Benoît a l'habitude de faire, c'est celui où il met la pression, il rush et il colle contre la cage, et celui-là, il peut aussi passer contre Rufi. Donc voilà, c'est juste que j'aimais bien la question, mais je pense que Benoît, il a largement les armes aussi pour s'imposer dans cet affrontement. C'est marrant parce que tu m'as fait une parfaite passe D, parce que moi, j'ai vu passer sur les réseaux plusieurs mecs, pour le coup, des fans américains, qui après l'UFC de ce week-end disaient qu'ils auraient bien aimé voir Ribovics contre Ziam. Ouais. Ça aurait été un match-up qui leur aurait plu. Après, moi, je me permets de dire que dans les strikers, il y a des niveaux. Je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Je pense vraiment que Fares Ziam, il est d'un niveau supérieur à Esteban Ribovic. Voilà, c'est mon avis. Pour l'instant, je vous demande que de me croire parce que Fares, son run à très haut niveau, il démarre maintenant. Mais moi, je pense qu'il y a effectivement des niveaux en striking et que Fares est au-dessus de Ribovic. Je peux te suivre, mais tu vois, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ce commentaire-là parce que c'était un Américain. Ça avait été un Français qui avait dit ça. Mais donc, je me suis dit, les mecs, quand même, même dans le public américain, Fares, il commence à être coté. Hein. Ouais. Fares, ils reconnaissent que y a du talent, il y a du gros prospect et que, tu vois, c'est un mec contre qui tu peux mettre des mecs qui ont de la hype parce que oui, c'est quelqu'un qui mérite ce genre de gros fight. Passe des parfaites, on passe à l'UFC Fight Night, c'était ce week-end à l'Apex, à Las Vegas. On se retrouvait, on va parler bien sûr du combat de Nora Cornol juste après, mais on commence tout seigneur, tout honneur par le main event, le combat le plus important de la soirée. Tatsuro Taira, le japonais, contre Yoon Sung Park, qui était venu en short notice pour remplacer Albazi. Donc c'est le coréen passé par le Road to UFC, qui était encore invaincu jusque-là, et qui a un gros talent, hein, qui je pense a encore beaucoup de choses à faire dans cette carrière-là. Mais là, il est tombé sur un os. Il est tombé sur Tatsuro Taira, qui lui est désormais à 7-1 à l'UFC, 17-1 en carrière. On se rappelle sa défaite, c'était contre Brandon Royval, c'était un title eliminator, enfin quasiment il y a en octobre dernier, je crois octobre 2024. Taira donc qui le termine au deuxième round. Bon, Taira c'est au-dessus de Park pour l'instant. Moi, ma première question avant qu'on rentre un peu dans les détails qui nous ont plu dans son combat, il a 25 ans, Tatsuro Taira. Est-ce qu'il sera champion à l'UFC ce mec-là un jour? À 25 ans, je te dis oui, moi. Moi aussi. Et en plus, j'ai trouvé une progression là. Sur son dernier combat. Il nous a montré des meilleures choses. Quand il est arrivé à l'UFC,
pour moi, c'était un grappleur plus. Un grappleur capable de... comment dire ça? Ouais, c'est un striker qui est capable d'échanger debout, mais qui est capable de durer debout. Le temps de mettre son takedown, tu vois. Là, on sent qu'il est capable de... D'ailleurs, c'est pas on sent. Il l'a downé. Oui. Il fait pas un takedown là pour amener au sol. Il le down. C'est-à-dire qu'il touche en anglaise suffisamment fort. Il lui a rajouté de la... Ouais, donc je l'ai trouvé progresser. Après, il a une intelligence de combat, une fluidité. C'est clean, ouais, Aldric. C'est terrible. Vraiment. À 25 ans, ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et t'as raison, le grappling, on le connaissait. Il y a de la puissance même, puisqu'il finit quand même par, c'est pas l'étranglement, il est pas clean, hein, c'est un face crank, hein, et juste il est sur la mâchoire, tu vois, à la Ramzat contre Whittaker. Exactement. À la Rabib contre Connor, et il a assez de puissance pour faire taper Park, pour le coup. Debout, tu l'as dit, donc ce down. Moi, au-delà du down, même, mais le premier coup avant le down. Ouais. Où il fait le petit step. Tu vois, moi, tu me connais comme je suis sensible au footwork, tu vois, sur l'anglaise. Juste le petit step qu'il faut au moment où Park avance pour être dans la bonne distance pour le toucher. Et ensuite, quand Park recule et il est un peu perdu, juste ces petits pas, un peu sort pas chassé jusqu'à être exactement à la bonne distance. Et là, il prépare même pas, il y a pas de jab. Boum, tout droit. Ouais. Tout droit et ça le down. Par rapport à Royval, j'ai trouvé vraiment des progrès. Après, ça datait un peu. C'était quoi, Royval? C'était octobre 2024. Ouais. Tu sens quand même, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur le footwork, les feintes, les déplacements. Et ouais, tu as envie d'en voir plus. Hein. Et là, il a mis les pieds dans le plat, il a call out le titre tout de suite, je crois. On va en reparler juste après. Mais non, moi j'aimerais bien voir. Complètement. Il y a des noms à proposer avant. Mais je te dis ça parce que 25 ans. Et Pantoja, il est plus tout jeune. Hein. C'est ça. Moi, vous savez tout ce que je pense de Pantoja et ce que Aldric en pense aussi. Mais ce mec-là, pour moi, il va être champion à l'UFC. Il a quoi, 36, Pantoja? Je dis pas de bêtises. Hein. Peut-être 35, mais sûrement plus 36. C'est pour ça que je te dis oui sans hésitation. Je suis pas en train de vous dire, les gars, il est plus fort que Pantoja. Parce que je pense vraiment qu'au moment où on se parle, ce n'est pas le cas. Non. Mais personne à 125 est plus fort que Pantoja. Dans 5 ans, c'est plus la même. T'as un mec à Canton. S'il y est toujours, Pantoja, et il a eu une vie difficile et on sait qu'il est déjà pas usé, hein, mais est-ce que dans 5 ans, il sera toujours là? Pas sûr. Et c'est hyper intéressant parce que Taira, tu vois, s'il devient champion, c'est aussi game changer à plein de niveaux pour l'UFC. Tu peux ramener l'UFC au Japon. Ce grand pays de sport de combat. Faire revenir même. Parce quand je vais ramener, c'est dans le sens ramener par rapport au pays. Ça fait longtemps. On sait que l'Asie, c'est un très gros marché. La Corée, ça commence à s'éveiller. La Chine, il y a un PI là-bas, dirigé par un ancien fighter, en plus, Dina Massinger, qui était sur la scène anglaise. Donc, bien sûr que l'Asie, c'est un énorme marché. Bien sûr que l'Asie, c'est un Super Arena de Saitama, tu nous fais un UFC. Je pense pas que ce soit encore Tokyo Dome, Isab, l'UFC, mais si t'as un champion, si t'as un Taira champion, why not? Tu peux peut-être aller jusque-là. C'est la meilleure chance japonaise de ceinture de très loin. Et tu te rappelles, tu étais dans la salle, tu te rappelles ce qu'ils ont fait sur la Noche. Faites-moi ça au Tokyo Dome avec hommage au Pride et une grande soirée autour du combat japonais. Un affrontement alors ça se dit pas japono-japonais, mais tu m'as compris, il y aurait pas un affrontement Japon-Japon qui pourrait se faire dans cette caté? Il est loin encore. Je sais pas. Ça quoi? Il est loin. S'il arrive à remonter, si tu finis avec Taira champion qui te défend contre lui, c'est Tokyo Dome. Tu imagines? C'est Tokyo Dome, et je te dis, tu me fous une soirée un peu aux couleurs, où tu rends hommage au Pride ou machin, ça devient un super événement. Ça devient un événement de malade. C'est loin ou Tokyo Dome, c'est chaud. C'est loin ou c'est à 1 ou 2 combats d'être faisable? Dans cette caté, chez les Fly, allez, 2-3. Allez, 2-3, peut-être max. Mais c'est pas si déconnant que ça. C'est pas si déconnant, ce que je dis. Non, si Kai fait des trucs, c'est pas si déconnant que ça. Il est fort, hein, Sakura aussi. Ouais, je suis d'accord. Donc, il fallait pas le mettre direct pour le titre peut-être, mais top 15, aujourd'hui je crois qu'il est 15, c'est pas son niveau. Non. Il est plus haut que ça. Moi je le vois plutôt top 5. On va parler dans la preview de ce week-end de Herseg. Sakura, il mange Herseg pour moi. Je suis entièrement d'accord. Donc, en effet, il est pas si loin que ça. Et quand je te dis Tokyo Dome, c'est parce que c'est lourd, hein. Pour ramener du combat au Tokyo Dome hors les tradis de là-bas, il faut du Takeru Tenshin, il faut du Inoue, au sommet de sa gloire. C'est l'affiche derrière moi contre Neri. Mais si t'as un match-up comme ça avec un mec qui a le titre de champion, qui est le premier japonais champion à l'UFC, il y a des choses à faire avec ce mec-là. Donc la suite, on lui donne pas tout de suite le vainqueur de Pantoja Van, on va attendre un peu. C'est marrant, il aurait dû avoir un Taira Van en 2024 UFC 302. Je sais plus qui c'est qui avait pull out. Je sais plus, je crois attends, parce que j'avais noté. Taira il prend Alex Perez 15 jours plus tard et Van il avait perdu contre Charles Johnson un mois et demi plus tard. Je crois qu'il change les match-up en fait. Je suis pas sûr que quelqu'un pull out vraiment de ce combat-là. Mais ça aurait été marrant parce que je suis pas sûr de ce que ça donne à cette époque-là. Tu vois, Van il perd contre Charles Johnson et après il part sur son grand run. Je sais pas si Taira l'aurait pas battu à cette époque. Si Van était déjà prêt, tu vois. Je te dis qui je voudrais, moi, pour le prochain? Vas-y. J'ai 2 noms. Ouais, je pense qu'on a les mêmes, mais vas-y. On s'est pas consulté. Ah non, premier, on en a pas parlé. Moi, j'ai Moreno et Kaikara en tête.
Ok, c'est exactement les deux mêmes qui sont notés sur mon truc. Je peux entendre de refaire, tu vois, ça devait être Albazi ce week-end. Non, tu pull out. Au bout d'un moment, en plus, Albazi, il est coutumier du fait. Ok. C'est un mec que j'aime bien. En plus, j'étais à côté de lui, moi, à l'UFC Abu Dhabi, le soir où Blachowicz, il reprend la ceinture 93. Donc, mec très sympa. Mais par contre, sympa, c'est pas... Là, on parle sportivement. Quand tu pull out, tu pull out. Ouais, non, ok, je te suis. C'est comme si tu me dis, il faut refaire Macy Barber contre Erin Blankfield. Non. Ouais. Ok. Non. Royval, revanche. Ouais. Décision partagée, le premier fight of the night. Le fight, il avait été génial. Tu vois, tu solidifies un peu le fait que tu peux être le prochain challenger en prenant la revanche sur le seul mec qui t'a battu. Après, comme je te dis toujours, moi, et je me répète, pour moi, une revanche, c'est bankable s'il y a une ceinture. Là, tu fais une revanche, une trilogie, location. Quand c'est pas la ceinture, je sais pas vraiment s'il y a un intérêt sportif à ça. Je préfère tes deux premières probales. Tu vois? Ouais, je préfère Moreno ou Cara. Ouais, parce qu'en plus, on parle là de deux très... Alors, Royval, c'est striker aussi, attention. Hein. Mais là, on parle de striker top level. Est-ce qu'il est capable de se déjouer? Des strikers en plus qui savent défendre la lutte. Donc moi, j'ai envie de voir. Pour voir justement pour un possible affrontement contre Pantoja, il y a déjà des refs sur ces deux individus, donc pour voir un peu la diff, tu vois. Je suis peut-être biaisé, je pense qu'il passe. Taïra. Le Taïra que j'ai vu samedi, je pense qu'il peut passer. Ouais. Mais justement, tu vois. Après, Pantoja, c'est un autre animal. C'est un autre. Ça, puis, en fait, Brandon Moreno, je pense qu'il peut le take down aussi vite, mais je pense qu'il le finalise pas aussi vite. Et du coup, ça va nous permettre de voir si, sur un 5 rounds, dans la durée, contre un mec qui est volontaire, Moreno, quand il a envie, c'est un tueur. Donc, en termes de volonté, les Mexicains, ils ont vraiment un truc à part. Tu parlais de la boxe japonaise. Je pense qu'on peut faire largement le même parallèle pour les Mexicains. Donc, c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant de... Moi, Moreno, c'est mon petit coup de cœur. J'aimerais bien voir. Elle est cool. Tu sais que je l'aime beaucoup, mais cette KT, elle est cool en ce moment. Il y a beaucoup de choses à faire. Franchement, elle revit. Mais ce qui est fou, c'est que... Ils ont failli l'enlever il y a quelques années. C'est dingue, tu vois. On les aurait même pas... Il y a 1 an et demi, elle était un petit peu monotone. Est-ce qu'on peut dire monotone? Oui, on va le dire, tu vois. Mais là, la KT, elle vit. Et puis, t'as ce gamin de 25 ans qui arrive et que t'as envie de voir à haut niveau tout de suite. Mais ne brûlons pas les étapes. En vrai, tous les combats ont été cool qu'ils ont fait entre eux. Mais Moreno-Figueiredo, ça t'a bloqué vachement longtemps le truc, en fait. Tu vois. Mais peut-être que c'était nécessaire. Hein. T'as raison, pour renouveler. Parce que si t'étais reparti sur du 9 tout de suite, il aurait eu quel âge notre ami japonais? 22 ans, c'était trop tôt, tu vois. Donc au final, pourquoi pas? Et enterrez pas. Et le Pantoja Taïra, s'il se fait, vu les niveaux des deux. Enfin, si Taïra continue d'augmenter un peu son niveau, que ça se fait, tu vois, dans 1 an, quelque chose comme ça va être bon. Putain, un Manel Capé, quand même, qui se remet de sa fracture du pied et qui arrive. Non, moi j'aime bien cette KT. Sachant qu'on avait, tu vois, un Mokayev qu'on a enlevé et tout, qui aurait pu être encore. Je sais que c'était d'autres problèmes, mais c'est une KT qui vit. Mais bon, ils ont réussi à faire oublier Mokaev. Moi, j'aimerais bien qu'il revienne, le fan de MMA, pour rajouter encore une... S'il revient au milieu de tout ça, ouais. Ah, yes. Mais déjà, il y a des affrontements intéressants et moi, j'aimerais bien voir un petit peu comment ça va évoluer. Et n'enterrez pas Park. Parce que beaucoup de talent, là c'est du short notice contre un mec. Il a 29 ans, mais il est jeune en termes d'expérience. Tu vois, il a pris. C'était quoi? C'était Ode Osborne qui était non, c'était Albazi. Non, mais il était matché aussi lui. Il était pas matché contre Osborne ou Herseg. Je crois peut-être. Je crois que c'était Osborne. Ah si, c'est ça. Non, il était contre Herseg. Voilà, c'est Osborne qui prend la place d'Herseg. C'est ça. Non, il fallait. En fait, tu peux pas dire non. En fait. Voilà, tout tourne autour de la même logique, mais qui a été confirmée d'ailleurs sur Twitter par Younes, le manager de Nassourdine. Tu ne dis pas non à l'UFC. Tu arrives à suggérer des choses et à, tu vois, main event en plus. Adoucir les angles, mais quand ils te disent qu'ils ont besoin de boucler un main event et que c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a aucun choix possible. Tu es gratifié. Je reprenais ce que disait Antoine avec Taylor. Il posait la question à Taylor, il disait, est-ce que c'est plus d'argent un main event? Ben moi, je vais vous répondre, parce que Taylor a dit, je sais pas. Oui. C'est 25 000 balles de plus la prime Venom, la gratification Venom par rapport au sponsoring Fight Week qui augmente également. Donc oui, c'est plus d'argent. Alors que Herseg, c'était pas main event, c'était le co-main, puisqu'on en Et sur le co-main, t'es pas gratifié. Je suis pas sûr que Park, il passe pas Herseg. Mais il a perdu en match. En fait, là, tu dois dire non, mais sauf que tu ne peux pas. Non, c'est ça. Tu vois le truc? C'est que d'un point de vue sportif, il vaut mieux aller chercher un Herseg, tu gagnes, tu continues à progresser, parce que je te dis, il reste jeune en fight âge, comme il disait à dire sur Tapologie. Non, sur Fight Matrix, pardon. Âge combat, pardon. C'était ce combat-là qu'il fallait. Il est très jeune, mais tu dis pas non. Donc là, il a un petit peu brûlé, en espérant qu'il soit plus clément pour le prochain match-up et qu'il puisse remonter un petit peu dans le ranking, quoi. Et dernier point sympa sur ce main event, parce que t'en parlais aussi, tu vois, de la vision qu'ils ont sur l'Asie. Ils nous ont fait un main event 100% asiatique à Las Vegas à l'Apex.
Je trouve que c'est symbolique aussi, tu vois, parce qu'ils auraient pu tout chambouler en se disant. Rappelle-toi, en disant ça fait pas de sens. Non, ils l'ont fait. Il y a 2 ans et demi, ils avaient rapatrié un event en Corée à l'Apex. Celui où il y avait à l'époque Bruno Silva. Je crois que c'était son premier combat à 61. Et du coup, non, on sent que c'est solide. On sent qu'aujourd'hui, l'audience et le broadcast et surtout le fait, les Asiatiques, ils ont ce côté-là, ils sont pas très illégaux, ils sont pas très sites de streaming. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une grande propension de gens qui achètent, qui sont très disciplinés, tu vois. Il y a pas trop de piratage sur le web, beaucoup moins que chez nous. Et du coup, tu sens que c'est un marché qui les intéresse beaucoup, clairement. Je suis d'accord. On a fait le tour de ce main event et on va passer à Nora Cornol, puisque c'était l'autre combat qui nous intéressait beaucoup pour la Française qui affrontait Carol Rosa, la Brésilienne, avec l'occasion de rentrer dans le top 10 de ses moins de 61, puisque Carol Rosa était elle-même numéro 10 de ce classement. Avant qu'on rentre dans le combat et l'analyse de cette défaite pour Nora, décision unanime, 30-26 une fois et 29-27 deux fois, parce qu'il y a des 18, on va y revenir. Il y a pas mal de strates à analyser dans ce combat qui sont intéressantes pour plein de débats qu'on a déjà eu ensemble, Aldric. Je te l'ai dit au début, ça rejoint mon hommage du début d'émission. Avant de rentrer dans la liste de ce combat, ce que j'ai lu ce week-end sur Internet, des gens, ce qu'ils ont dit sur Nora Cornol. On peut critiquer une performance sportive, on va le faire. Elle a pas gagné Nora, donc on va pas dire qu'elle a fait le meilleur combat de sa vie. Je vais même aller plus loin que toi. On peut pas, on doit. À partir du moment où tu supportes quelqu'un, donc t'as forcément une déception. Il y a des gens qui ont besoin de la manifester par écrit, mais ça, pour moi, c'est pas très grave. La frustration, on va pas faire de la psychanalyse ici, c'est pas la chaîne pour. Mais tu peux exprimer ta frustration et ta déception, même sur Twitter si ça te soulage. Frustration, analyse sportive technique. On va y venir de toute façon. Je fais un petit big up à Tatami Connexion, qui sont, je sais, proches de Nora, tu vois, qu'on fait une petite vidéo. Il a fait une petite vidéo d'analyse avec ce qui a pas été dans le combat. C'est la logique, on le fait nous. Et le MMA doit être assez mature pour entendre des critiques sur des performances sportives. Par contre, j'ai vu des insultes. J'ai vu des insultes fortes. J'ai vu des moqueries. Des moqueries où t'enfonces la tête du combattant dans l'eau en mode nanananer. Ces gens-là, après ce que j'ai vu moi ce week-end dans la boxe au Japon, tu sais que ça me touche parce que je t'en parle. Mais en fait, je sais pas que j'ai pas de respect pour ces gens-là. Barrez-vous de notre sport. Écartez-vous de ce truc-là. On n'a pas besoin de vous. La légalisation, c'était très bien pour le développer, mais j'ai pas besoin de ces gens-là. J'ai pas besoin de ces gens-là. Tu sais, après, ils donnent leur vie en prépa. Et tu le sais mieux que moi. Bah oui. Leur vie en prépa, leur vie dans la cage pour ces objectifs-là. C'est court, la carrière en plus d'un sportif. Et c'est pas comme le foot. Tu peux pas te rattraper le week-end d'après. Tu t'en gardes des stigmates sur ta peau pendant longtemps. Par exemple, quand t'as pris des coups. Barrez-vous de mon sport. Barrez-vous de là. Ah, j'aime bien, moi j'aime bien comment Alex il met les pieds dans le plat comme ça. Non, mais façon, c'est trop. Simple. C'est trop. Moi j'ai la chance insultes. et dédicace à la régie qu'on a des caméras un peu plan large. Donc du coup, les stigmates qui font mes 20 ans de sport de combat, elles se voient moins. La petite interview que je fais sur BST Rufi qui est sur mon Instagram, qui est fait par RMC, ils sont moins gentils. Il y a un plan elle est en plan un peu serré. Et bah, du coup, voilà, tu vois ce que c'est que un combattant avec une responsabilité défensive moyenne que ce que j'étais, qui va un peu à la guerre, bah, tu vois les stigmates que ça fait au niveau des pommettes, du plancher orbital, des oreilles. Je rappelle, même si je le développerai un jour, mais j'ai pas trop envie d'en parler, que j'ai arrêté ma carrière à cause d'incidences médicales. Hein. Donc voilà, il faut comprendre que c'est le corps, il encaisse difficilement et le visage, il porte les marques à vie de ce choix. Après, moi, je le regrette pas, c'est mon sport, c'est ma vie, tu vois. Mais effectivement, on joue pas à faire du MMA. Non. Après, pour te répondre en 2 mots. Vas-y. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être 30, peut-être 50 000 personnes qui sont des amoureux de ce sport. C'est-à-dire que c'est des mecs qui analysent et qui respectent le combattant et qui sont prêts à se déplacer quand il y a des stages. Et vraiment, ces mecs-là sont des connaisseurs, tu vois. On va reprendre le terme de Baba, ils sont des fimeux des supporters. Mais on a voulu que ce soit mainstream, ça nous a arrangé pour les sponsors. Je veux dire, moi en tant que coach, je suis heureux que ce soit mainstream parce que du coup, il y a des chefs d'entreprise, des fonds d'investissement qui nous sollicitent et qui sont capables d'investir dans ce sport. Bah, la facette mauvaise du mainstream, c'est que il y a plus 50 000 personnes, il y en a peut-être 500 000. Il y a des vidéos qui font 1 million de MMA. Donc, il faut accepter que il y ait cette population un peu toxique qui est méchante et harceleuse qui s'exprime. Et là-dessus, on n'a pas le choix. Tu vois, je suis philosophe. Hein, non, t'as raison. Après-midi, mais t'es plus philosophe que moi, tu vois, sur le coup. Mais je suis d'accord quand tu vois des mecs qui jouent leur santé et qui sont à l'hôpital avec la tête ouverte pour que le cerveau, la pression du cerveau, elle descende. C'est terrible. La critique du sportif, je l'entends. L'insulte, les moqueries, non, ça c'est pas comme un footballeur qui rate le penalty et tu vois, et voilà, la seule incidence qu'il a, c'est rien.
En fait, c'est que son équipe est perdue. Là, il y a de la santé. Mais tu citais Baba, tu sais que par rapport à ça, et dans des groupes de potes à lui, de grands fans de combat comme nous depuis des années, je sais qu'à un moment, ils avaient, au tout début, ils avaient un trip de dire, delegalize it, tu vois. Laissez-nous entre nous tranquille parce qu'ils savaient bien ce qui allait arriver. Mais il est content que ce soit devenu mainstream, tu vois. Mais j'entendais. Mais il faut le supporter. Ouais. C'est comme ça maintenant. Et donc, un gros big up à Justine qui permet que tu sois à peu près beau à l'image toutes les semaines. Merci. C'est important. Et en plus, on n'a pas de recul. Aldric, dans le MMA. Ça a 30 ans, le MMA pro. Moi, j'ai lu, je le citerai toujours, Damage de Tris Dixon, journaliste brillant sur la boxe, qui raconte ce que fait vraiment au cerveau la boxe. Il y a des mecs qui se souviennent pas de leur prénom, qui ont 50 ans. Il y a des mecs qui vivent qui ont vécu avec des casques parce qu'ils tombent, parce qu'ils ont plus d'équilibre dans le corps. Vous ne réalisez pas les risques. Les gens qui écrivent des insultes ne réalisent pas les risques. Et la vie que donnent les athlètes, que ce soit dans la cage, dans un ring ou dans n'importe quelle forme de combat. Coup de gueule est passé et on passe au combat en lui-même. Donc je l'ai dit, pour le coup, domination de Carol Rosa, victoire amplement, largement méritée pour la brésilienne. Un premier round qui est donné. On va dérouler un peu round par round si ça te va, Aldric. C'est intéressant parce que moi je le donne à Nora. Je le donne aussi à Nora. Deux juges le donnent à Nora. Un le donne à Carol Rosa. Et la communauté Verdict MMA le donne à Rosa. Ok. Ils sont quand même, je crois, 300 000 sur Verdict, si j'ai pas cotisé. Alors, moi, j'ai pas de problème sur ceux d'après. On va même rentrer. Les 18 sont possibles, à mon avis, sur les deux, même, possiblement. Je prends mes petites notes. Par contre, celui-là, là, j'en reviens, Aldric, à nos critères. Si tu juges dans les critères purs, si vous savez juger du MMA, ce round est pour Nora Corn. Ouais. Parce que, au clinch, notamment, le travail est contre la cage, c'est elle qui fait le dégât. C'est pas des énormes dégâts, mais Carol Rosa, elle fait rien de son cage control. Je suis assez d'accord. Elle cage control. Et ça compte pas dans le premier critère. Donc si on juge, je l'ai, ça y est. Si on a le savoir pour juger un round comme il faut le juger dans les règles unifiées du MMA, les critères, ce round il va à Nora Aldric. Plus précisément en statistique, on a 29 sur 47, c'est-à-dire 29 frappes touchées sur 47 envoyées pour Carol Rosa. Sur ces 29, il y en a 18 qui sont comptés par l'homme, la machine, j'en sais rien, comme significatives. 29, 18. En face de ça, on a un volume total de 59 qui est comptabilisé pour Nora, avec 45 retenues et 24 significatifs. Donc de 1, déjà sur le volume, c'est Nora. Quand on voit les dégâts générés par Nora, parce que Carol Rosa, elle a pris une photo à l'aéroport, je pense que sur l'efficacité, sur les dégâts significatifs, c'est toujours Nora. Oui, parce qu'en plus, ces dégâts, la photo de Carol Rosa, c'est que le premier round, puisqu'on va parler les deux d'après, Nora en fait pas de dégâts. Donc, point, ça s'arrête là. Pour moi, on arrête de parler de top position. Alors oui, il y a effectivement 2 minutes 03 de top position. De contrôle qui font rien en fait du cage control, mais où il y a aucune frappe. Donc avec la tête, tu vois, la pression avec la tête sur la cage. La communauté Verdict se trompe, ou alors elle est... Parce qu'on sait qu'elle est majoritairement américaine, on va pas se le cacher. Et Rosa, elle est plus connue, elle est installée à l'UFC depuis plusieurs années, même si c'est une brésilienne. Et on en reviendra après, c'est important. Brésil, Portugal. On va faire un peu de grammaire et d'orthographe portugais après. Mais non, pour moi, ce premier round, il n'y a pas photo. Je sais pas comment... Ils sont encore biaisés par le top position, tu vois. Ils sont encore biaisés. C'est du cage control dont tu ne fais rien derrière. Et Aldric, on passe à ce deuxième round. Et là, ce deuxième round, le combat, il va changer totalement de physionomie parce que c'est du MMA de haut niveau et que Carol Rosa, elle va s'adapter, tout simplement. Elle a vu... Moi, c'est la meilleure preuve que Nora a pris le premier round, puisque au deuxième round, adaptation. Carol Rosa, elle change de game plan. Donc, c'est qu'elle sait que ça s'est pas passé comme elle le voulait au premier round. Elle change de pression et elle l'emmène au sol. Elle lui fonce dans les jambes, dans l'opening, et elle l'amène au sol et elle va la maintenir et même tenter plusieurs tentatives de soumission. Enfin voilà, elle va prendre le jeu à son compte, notamment sur ce sol, où elle est, on le rappellera, ceinture noire de JJB. Et là, le combat, il change et il tourne totalement en faveur de la brésilienne. Ouais, puis, mais là, j'ai envie de te dire, sur le 2, c'est du métier, mais c'est du beau métier. C'est-à-dire que s'il y a Leon Edwards qui a pris la même à Londres, où il échange pendant tout le premier round, et au deuxième, ça take down tout de suite sur les mêmes signaux qui laissaient à penser l'échange debout, elle take down. Sur le 2, j'ai envie de te dire, il n'y a pas foncièrement d'erreur. Il y a un takedown opportun avec des signaux qui étaient les 5 premières minutes sur du striking à la même distance. Elle fait un takedown, elle fait une attaque autobus, un double leg. Les Portugais, ils disent Baiane. Et il y a... combien? Il y a quasiment 4 minutes, je crois, de domination. Il faut que je regarde exactement. Round 2. Il y a 4 minutes 53 de top position. Ça veut dire qu'il y a que 7 secondes debout et il y a le takedown. Qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau du travail au sol? Nora le recompose pas trop mal,
Moi, je pense qu'elle est restée trop focus sur cette Kimura et qu'il fallait plus se servir de cette... c'est pas une clé Kimura, là, c'était ce qu'on appelle un verrouillage. Elle avait réussi à désolidariser le bras droit de Rosa et de mettre les deux siens dans cette position qui sert à faire la clé si tu désengages le bras. Je pense que les plus techniques d'entre nous ont compris. Mais cette position, elle doit te donner des leviers pour renverser ou pour essayer de faire ce qu'on appelle un scramble et de se remettre debout. Là, est-ce qu'on peut dire que les conseils de coach Johnny Frachet ont manqué? Clairement, oui. Ouais. Tu vois, même si Nora elle est un petit peu plus âgée que Morgan, en son âge de combat, elle est plus novice. Morgan, il totalise presque 30 combats à très haut niveau. Donc, bien sûr qu'il est capable de relativiser son game plan et de se projeter. Il est ceinture noire de lutte à livrer, Morgan. Donc, je pense que sur ce coup-là, l'absence de Johnny et le fait qu'il n'y ait pas de technicien du sol a manqué, a pêché un petit peu. Et même, réécouter Johnny chez nous, qui parle de Nora, et écouter Nora, qui parle de Johnny dans d'autres interviews. Il y a une très grande complicité. Il y a une complicité, il y a quelque chose, et je pense que cette absence-là, en effet, elle est beaucoup plus, tu vois, même cause, mais pas les mêmes conséquences que contre Morgan. Elle est préjudiciable à Nora. Elle a peut-être été préjudiciable sur la prépa des derniers jours, d'ailleurs, sans doute aussi, parce qu'il est pas là pour l'accompagner, même si tu as aujourd'hui les moyens de communication, c'est pas pareil que tu le sais, hein. Toi, tu vas avec t'es là avec tes athlètes, on rappelle que Johnny, c'est une question de visa. C'est pas du tout de son fait. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes, il est pas parti en vacances, non, Johnny. C'est une question de visa. C'est une question de visa de travail. Mais tu vois, tu sais, c'est pour ça que tu es aussi avec eux. C'est même s'ils sont préparés, parce qu'il y a besoin de cette proximité, de cette préparation des derniers jours, de la voix que tu vas entendre malgré. Bon là, il n'y avait pas vraiment de foule. On est sur un revoir tous les game plans. Voilà, travailler les derniers points, travailler les différents points qui peuvent arriver dans un combat. Avoir cette expertise quand t'es au sol là et que tu sens que Nora, voilà, il y a quelqu'un qui est difficile à bouger au-dessus d'elle et qui a l'expérience de sa ceinture noire, qui sait quoi faire. C'est une black belt, elle a déjà fait. Tu sais, c'est mieux d'avoir Johnny Frachet dans ce cas-là. Il y a black belt et black belt. C'est-à-dire que t'as ceinture noire parce que le gars, des fois, on lui a donné comme ça après 15 ans de pratique, et t'as la fille qui va s'exercer et se tester dans cette discipline et qui prend des combats à haut niveau en grappling, et c'est quand même le cas de Carole Rosa. C'est pas une black belt de pacotille. La fille, elle va affronter l'élite mondiale en super fight de grappling quand elle le peut. Donc tu sens que c'est une fille qui est à l'aise pour faire du grappling pur aussi. Donc qui a effectivement d'excellentes positions. Ouais, non, ça c'est évident. Il y a ce round, il est noté par 2 juges 18. Ouais. Pour moi, c'est un 18. Je vais le dire, je suis assez clair. Il n'y a pas des dommages, tu vois. Parce qu'on reparle de la règle des 3D. Ouais, voilà. Elle finit pas, mais pour te faire le contexte avant de donner la règle, elle finit pas avec la tête, tu vois, c'est pas... Il y a pas de damage. C'est pas Duncan ou Rebecca à la fin du truc, c'est-à-dire les dégâts sont pas hyper violents, par contre il y a beaucoup de coups, il y a plusieurs tentatives de soumission, ça finit avec quand même une série, un barrage de coups. Donc les 3D, tu le disais Aldric, dans les règles aujourd'hui des critères de notation du MMA, aujourd'hui, il faut durée, domination, dégâts. Les 3, t'es obligé de mettre un 18. Si t'en as que 2 des 3, le juge doit considérer de mettre un 18. Je les ai renotés comme chaque semaine qu'on a un débat comme ça, Aldric. Donc les juges doivent considérer de donner 18 quand un combattant montre de la domination dans le round, même s'il n'y a pas d'impact, de scoring impactant contre l'adversaire. Donc même si tu mets pas beaucoup de dégâts, dominer tout le round, comme l'a fait Carole Rosa, ça doit être considéré 18. Idem, les judges doivent considérer de donner score de 18 quand un fighter impacte leur adversaire significativement, même s'il ne domine pas. Donc t'as l'inverse aussi. C'est-à-dire que si en 1 minute, tu mets la tête de l'autre en charpie, mais que tu domines pas le reste du round, on peut considérer ça comme un 18. Donc moi, pour la physionomie de ce round-là, c'est un 18. Pour donner un peu de data par rapport à ce que tu as dit, il y a donc 4 minutes 53 de top position. Il y a 84 frappes envoyées, 77 qui sont considérées comme touchées. Par contre, il y a peu d'impact dans ces frappes puisqu'il y en a seulement 7 sur 11 qui sont donnés comme significatifs. Donc, et pour Nora, on en a 9 dans la globalité, 6 de retenue et 0 en significatif. Donc c'est vrai qu'en même temps, en 7 secondes, elle ne pouvait pas en donner beaucoup. Non, là, il y a une domination globale là-dessus. Autant je serais moins d'accord sur un certain combat Landu à Juge, où on reparlera de cette règle. Autant là, force est de constater que tu es obligé de le donner le 18 parce qu'il y a ces 2 critères. Mais je crois que tu voulais mettre une petite news sur ce qui est en train de se voter ouais, en ce moment. Exactement. D'abord, je finis sur le truc parce qu'il y a un juge donc, qui donne pas 18 à celui-là. Par contre, ce même juge, il donne 18 au round 3. Contrairement aux 2 autres qui, eux, donnent 19. Le round 3, tu le vois comme un 18 ? Si tu donnes... C'est un peu la même physionomie. Si tu donnes 18 au round 2, tu donnes 18 au round 3, c'est les mêmes. Mais moins, tu vois, il y a moins de tentatives de soumission, je trouve. Il y a moins de coups donnés, même s'il y a peut-être certains ont fait peut-être plus d'impact. Ce qui a été retenu, c'est à peu près la même chose.
En termes de stade de coup? Ouais, 84 sur 93 et 8 effectifs avec 4,29 cette fois-ci de top position en 3 au lieu de 4,53. En vrai, ils sont un peu copier-coller. Ouais, okay. Il y a effectivement. En fait, il n'y a pas ce bras-tête, parce qu'à un moment, je crois qu'elle essaye un katagatam. J'ai moins l'impression qu'il est dominant, le round. Tu vois, il est dominant, mais si je devais mettre une échelle, je le mets moins que le 2. Peut-être. Mais ça peut s'entendre de donner 18 au 2. C'est copier-coller, si ce n'est que dans le scénario de combat, par contre, là, on est différent. C'est-à-dire que, autant, comment dire ça? Sur le 2, Rosa, elle surprend. C'est-à-dire qu'il y a un premier où elle a fait semblant d'échanger. Quand je dis fait semblant, c'est pas fait semblant, mais c'est qu'elle a échangé, mais qu'elle a été dominée, pour nous en tout cas, même si c'est pas le cas de la communauté verdict. Et là, elle change tout. Et elle vient take down tout de suite au bout de 7 secondes de combat. Elle s'adapte. Elle sait s'adapter. Adaptation, surprise, donc point, on peut rien faire là-dessus. Sur le 3, tu le sais, c'est-à-dire que tu rentres dans le coin et tu sais que tu as perdu le round et tu sais que maintenant c'est le round décisif parce que tu as une petite idée, même si c'est compliqué de spéculer, tu sais à peu près que tu as gagné le premier. Et puis ce que je disais là, t'as vu que Carole Rosa a changé son game plan. Donc ça te conforte encore plus. Ça te conforte que le premier, elle s'est peut-être dit, bon, bah, c'est plutôt côté Nora. Donc on est un peu dans un scénario, je le disais tout à l'heure, de Sean Brady à l'UFC Londres. Tu vois, donc Sean il échange tout le premier round et au deuxième il take down. Donc là tu te fais avoir, c'est le jeu. Tu t'attendais peut-être pas à ça, voilà, let's go. Ouais. Donc t'es sur un Edwards Brady et regarde, le champion welter, Leon Edwards, il s'est fait avoir par Sean Brady, donc Nora elle a le droit de se faire avoir sur le 2. Et en plus avance 3, bah tu sais tu vois, non seulement t'as été surprise, mais tu sais ce qui s'est passé au 2. T'as pas réussi à te relever, elle t'a bloqué, tu pouvais pas faire grand chose pour sortir de ça. Donc, il va falloir faire autre chose. Sinon, alors, même résultat. Là, je vais être un petit peu critique sur le coin, mais c'est pas une critique. Le coin, je crois que c'est son sparring et son coach de pied-point. Donc, c'est des gens qui ont peu d'expérience dans le MMA et je suis le premier. Vous me le signalez souvent en commentaire. Moi aussi, des fois, ça m'arrive souvent de dire des bêtises et de pas être correct. Je veux dire que personne, je crois que je dois avoir fait 334 ou 335 combats dans le coin et ça m'arrive de me tromper et ça arrive à tout le monde. L'humain se trompe, on n'est pas des IA. Mais c'est vrai que la question est la suivante. Pourquoi tu fais pas la même chose qu'au premier alors? C'est-à-dire tu arrives... Garder la chose debout. Être plus dans le déplacement. Tu arrives au deuxième, tu sais qu'il y a un partout. Sur le premier, tu t'es pas... Pour ceux qui n'ont pas vu le combat, il n'y a pas de précipitation. Il y a des échanges, mais c'est pas un volume de coups. On n'est pas Max Holloway. Sur le premier round, il y a 45 frappes envoyées. Touchées pour Nora, dont 24 significatives. Donc si tu ramènes ça à la minute, c'est quoi? C'est 10 frappes effectives par minute. Donc, c'est pas non plus énorme. Donc, il n'y a pas lieu de rusher. Tu t'es fait avoir. Tu vois que sur la lutte, elle plonge quand même vite dans les jambes, Carole Rosa. Et que c'est difficile. De défendre. Sur toi, dans ce plan-là, de défendre. C'est une black belt et qu'elle a des bonnes positions. Donc, il faut refaire du in and out et il faut pas rusher. Et effectivement, si tu vas sur le Fight Pass, tu vois que c'est pas les consignes qui sont données. En fait, c'est le côté terrible de l'Apex aussi, Aldric, c'est qu'on entend tout. Et que quand on entend son coin dire accélère. Quand il vient d'y avoir, je crois, une petite combinaison. Nora a touché un petit peu sur une première petite combinaison. Ouais, ça fait une quinzaine de secondes. Il y a eu un petit échange. Il y a accélère. Donc, elle explose. Et là, Carole Rosa plonge exactement à ce moment-là, toujours dans l'ouvert, dans l'opening, dans les jambes, la remet au sol. Et on le voit, Aldric. Ça se voit sur l'image, que Nora regarde le coin. Et qu'elle sort un peu du combat quelques instants, ou peut-être plus. Et dit, je vais revivre le même round là, en fait. On vient de faire un truc qui fait je vais revivre le monde. Et toi, tu m'as apporté une précision de langage qui est hyper importante que j'avais pas du tout en voyant ces images, mais qui en fait fait hyper sens face à une brésilienne. Dis-moi. Ouais, en fait, le mot est mal choisi, même si en français il est très bien, il est clair. Et en fait, quand tu fais du coaching, on te dit qu'il faut avoir les phrases les plus courtes avec les mots qui parlent le mieux. Donc le mot est très bien choisi. Sauf que accélère et acelera, c'est le même mot en portugais. Donc en fait, Carole Rosa, elle comprend immédiatement ce qu'on vient de lui dire, la consigne qui est donnée à Etu. Mais je veux dire, on dirait que c'est un top départ pour plonger dans les jambes. Et quand tu me l'as dit, tu réalises, c'est même pas qu'elle a un temps de... Boum, c'est tout de suite. Il n'y a pas de temps de réaction. Elle entend, c'est instinctif des deux côtés. Nora va exploser et elle explose en même temps. Parce qu'elle sait ce qui va se passer. En tout cas, je pense qu'elle a compris à peu près ce qui allait se passer à ce moment. Ouais, puis elle capitalise dessus et on connaît la suite. Et je pense que ça sort. Parce qu'on voit, et Johnny nous l'avait dit, on voit que Nora elle a fait des progrès au sol, clairement. Mais là, je pense qu'il y a un petit manque de consigne au sol, un peu trop de respect pour une ceinture noire qui fait des combats, l'absence de Johnny et cette phrase, on voit, elle se retourne vers son coin,
Elle est un peu colère quand même sur le moment. Donc je pense que ça la sort de son combat, que ça suffit. Ça suffit pour être un élément déclencheur sur la fin du round. C'est pas une erreur. Et c'est juste que le côté linguistique, il doit être pris en compte aussi à très haut niveau de coaching. C'est le MMA de très haut niveau, on le disait l'autre fois avec Johnny et Baba. Le diable, il est dans les détails. Et tous les détails comptent en fait à ce niveau-là quand t'as en plus que 3 rounds. On n'est pas sur un 12 rounds dans boxe, tu vois, qui est une longue aventure où tu peux te rattraper. 3 rounds quand t'es un partout. C'est ça. Voilà, ça pardonne pas à ce niveau-là. Pour le coup, j'ai échangé avec Nora un petit peu, donc elle est très frustrée, elle est très dégoûtée parce qu'elle savait que c'était un rendez-vous très très important. Il y avait aussi quelques problèmes, elle était pas au mieux physiquement, notamment pendant le cut. Donc mais ça elle en parlera si elle veut en parler. Mais elle sait en tout cas, elle l'admet. J'ai fait une erreur, je devais garder ce combat debout. Parce que j'arrivais pas à me relever. J'arrivais pas à me relever de Karol Rosa. J'arrivais pas à mettre en place les choses qu'elle voulait en tout cas mettre en place. Est-ce que ça aurait marché? Je sais pas, mais il y a certaines choses qu'elle a pas osé faire à ce niveau-là sur le sol. L'absence de Johnny peut être préjudiciable à mon avis à ce niveau-là aussi, Aldric, parce que ça te donne cette confiance. Si Johnny te dit vas-y, fais ça parce que tu sais le faire. Et donc elle est consciente qu'elle aurait dû garder ce combat debout et que ça n'a pas été le cas et que donc elle assume cette défaite-là. Mais il y a beaucoup de frustration, beaucoup de peine, on le sent. Et comme je disais tout à l'heure, c'est les gens qui mettent tout, qui mettent leur vie pour ces rendez-vous-là, ces combats-là. Comme on a vécu avec Manon contre Valentina à Montréal. C'est le haut niveau. Donc c'est dur. C'est pour ça que les gens qui sont dans l'insulte, je les trouve très durs parce que elle a été battue. La meilleure, c'était Karol Rosa ce soir-là, samedi à Vegas. Mais il faut mettre du respect sur les gens qui préparent autant ce genre de rendez-vous et ce genre de combat, Aldric. Allez, on est une petite note un peu positive. C'est quoi la suite? Moi, j'ai envie de la voir contre un choc franco-français, mais au niveau de l'entraînement, elle n'est pas française. Moi, j'ai envie de voir un duel de strikers contre Daria Zelenkova, enfin, vous m'avez compris, la pensionnaire du MMA Factory, qui s'est imposée à Bakou il y a pas très longtemps contre Melissa Mullins, qui avait, elle aussi, elles ont toutes les deux battu Melissa Mullins à leur dernier combat. Enfin, son avant-dernier pour Nora et son dernier pour Daria. Moi, j'aimerais bien voir ce choc de strikers. Je pense que ça peut être super fun à regarder et que ça permettra à Nora de conforter sa place dans le top 15 et après de retourner de l'avant pour aller chercher une Yana Santos ou pourquoi pas une Jacqueline Calvacante pour la trilogie. Tu vois, écoute, pourquoi pas, mais oui, c'est voilà, combat difficile pour Nora, mais bon, elle a le mental de guerrière, donc on espère qu'elle va revenir de ça. Fin d'année, mettez-la nous contre Daria en fin d'année, ce sera très bien. C'est le haut niveau, hein. Aldric, tu le connais, t'as amené quelqu'un jusqu'au titre à l'UFC quand t'es dans des top 10 de l'UFC, même dans des catés moins fournis comme le sont les bantams féminines. En face, c'est fort. En face, ça a des qualités. C'est Black Belt de JJB. Moi, je te donne un avis fort, qui est le mien, qui n'engage que moi. Oui, c'est pas très bien fourni, mais là, elle est tombée sur la fille la moins unidimensionnelle qu'il y a. C'est-à-dire que Rosa, elle a que 30 ans. Et pour moi, elle est vraiment capable d'avoir le jeu le plus diversifié de cette KT. Pour avoir la même chose, il faut aller jusqu'à Norma Dumont, qui est 4e. Tu vois, pour moi, que ce soit Messi Chasson, Irene Aldana, qui sont des strikers, Aileen Perez qui vient pour faire tomber uniquement, elles sont très mono-game plan, les autres filles. Là, elle est tombée sur la plus compliquée. Pour moi, Rosa, c'est fort et c'est une future prétendante sans hésitation parce que c'est la plus jeune aussi. Et je pense qu'elle progresse à chaque combat et que, ouais, franchement, elle n'a pas eu de chance sur le match-up. Hein, et puis, pareil, à être assez clair là-dessus. Nora s'attendait plus à une bagarre, de par les déclarations de Rosa, de par aussi ses derniers combats, tu vois, de quelqu'un qui allait se mettre debout et qui allait essayer d'échanger. Ça a été un peu le cas au premier, mais Rosa a su s'adapter. Ouais. L'adaptation est très bonne. Et Nora a pas trouvé de solution. Et en tout cas, sur ce soir-là, dans les conditions où elle était, avait pas les solutions pour elle-même contrer cette adaptabilité montrée par Rosa. Donc c'est le haut niveau et voilà, et victoire méritée de Rosa, je le disais. Oui, clairement. Et voilà, et à Nora de se relever et de continuer à essayer de remettre la marche avant parce que c'est jamais facile. On le sait, hein, même psychologiquement, les moments après ce genre de défaite, de grands rendez-vous, Aldric, ils sont durs. Ils sont durs. Donc, terribles, ouais. Ils sont pas durs, ils sont terribles. Donc voilà, plein de force à Nora et on a essayé d'analyser le plus justement qu'on pouvait ce combat est loin de certaines analyses que j'ai vues parce que c'est pas si facile que vous pensez, messieurs, le MMA. Même le MMA féminin, Aldric. Hein, on est d'accord. Et je finis parce que tu disais tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Donc la différence qu'il va y avoir avec les nouveaux critères, enfin les adaptations qu'ils vont mettre aux critères qui sont en train d'être votés, là je crois que c'est cette semaine que c'est voté à l'ABC, c'est que le damage sera obligatoire pour donner un 18. Dans les règles des 3D dont on vous a parlé tout à l'heure, il faudra les dégâts. Ils ont clarifié ça, le dégât sera obligatoire. Il en faudra toujours 2, mais avec les dégâts dedans. Où là, tu vois, donc un round sera
sans doute plus clair qu'un autre parce que tu auras eu plus de dégâts qui auront été faits et moins de domination. Tu auras besoin de domination ou de durée, mais en tout cas, systématiquement de dégâts. Il faut du dégât. Voilà. Un des 2 dés doit être celui-là. C'est obligatoire et c'est voté là, mais je crois que c'est mis en place en fin d'année plutôt. Mais en tout cas, on vous en dira plus dès qu'on l'aura. On redéfile le reste de la carte. Alors pour le coup, on a eu 2 Fight Night dessus. Coup sur coup. Coup sur coup. Les deux ont eu le bonus. Brenner et Rybacki Duncan, c'était une dinguerie. Incroyable. Duncan, je le savais. Pour moi, il est beaucoup plus complet. Je l'ai redécouvert s'il fallait déjà à l'UFC Londres. Franchement, Chris Duncan, c'est fort. Mais on n'était pas étonnés. On avait dit on vous avait dit, combat avec ces mecs-là, Rybacki, Rybovic, c'est toujours des guerres pour le coup. Mais là, les 2 combats enchaînés comme ça, incroyable. Les 2 ont le bonus Fight of the Night. On va être plus dans. Je sais même pas s'il y a grand chose à analyser en vrai. Tu vois, en analyse post-fight. Lequel tu préfères? Moi, je préfère largement. Largement, je suis méchant. Je préfère Rybovic Brenner. Moi j'aime bien. Qui est plus technique, qui est moins bagarre. Tu sais, moi j'aime bien les histoires et les faits. Et c'était Etiti contre Etiti, Rybacki Duncan. Ok. Là, il y a une belle juste histoire. pour l'histoire. D'ailleurs, Mike Brown a tranché puisqu'il était dans le coin de Duncan. Donc voilà, quand t'as le patron de l'équipe en face, c'est psychologiquement c'est un truc. Tu vois, c'est rare que d'habitude il s'efface quand il y a des. Là, ça laisse vraiment à penser qu'il y en a un qui fait partie de l'équipe et l'autre qui paye pour s'entraîner là-bas. Tu vois, déjà psychologiquement, ça fait un petit truc. Mais donc j'aimais bien cette histoire-là. Après, j'essaie de. Les 2 se ressemblent d'ailleurs. De l'affect, je trouve que c'est un peu les mêmes combats. Pourquoi tu préfères toi l'autre? Je le trouve plus technique, le Rybovic Brenner. Moins dans la pure bagarre. Tu veux dire un peu plus de feinte peut-être parce que technique. Les combinaisons de Rybovic. Ils sont défigurés les deux. Quand les combinaisons de Rybovic en sortie de jab, tu vois, contre la cage, je les trouve un peu plus élaborées, un peu plus belles. Ouais. Rybovic, c'est une machine. Quand t'as ce mec-là qui t'avance dessus, alors Rybacki dans un autre style aussi, mais lui, ça doit être trop dur d'avoir ce mec-là qui avance sur toi. Moi, tu vois, pareil, sur la projection du haut niveau, c'est-à-dire un mec qui peut arriver dans le top 15, je vois plus Duncan, moi. Ok. Je le trouve plus complet, je le trouve, même s'il s'est fait étrangler il y a 3 ou 4 combats à l'UFC, mais je sais pas. Tu le vois plus qu'un Rybovic. Ouais. Ah, tu vois, moi je verrais plus Rybovic. On verra ce que l'avenir lui dira. En tout cas, et ces mecs-là vont commencer à titiller le top 15, Aldric. Hein. Bah, là, il est à la porte. Après, pour parler vite fait de Duncan, coup sur coup, alors il se fait étrangler par Torres, tu vois ce que je disais en 2024. Derrière, il prend des connaissances françaises, puisqu'il prend Oki Bolaji et Vucevic. Le run commence à être bien, je le trouve complet. Et pour comparer avec. Il faudrait un bon test là maintenant, tu vois. Ouais. C'est le moment de. Avoir. Ouais. Et tu vois, ce que je te disais, Rybovic, on sait déjà que c'est plus compliqué sur le top 15, même si je mets un peu de retenue sur ce que je dis, c'est une split contre Asparath. Contre Asparath, il perd sur split. Donc quand on s'approche un peu du niveau top 15, il perd, mais c'était une split, donc à voir. Il a quand même mis KO McKinney. C'est pas facile, c'est un striker difficile, McKinney. Puis derrière, tu peux augmenter, tu vois. Même donc, après une défaite, tu peux revenir plus fort. Mais je trouve qu'au niveau de la dimension et du chemin de victoire, il est plus complet, Duncan. Moi, il me plaît. Tu veux qu'on règle notre problème, Aldric? Tu les mets l'un contre l'autre. Rybovic Duncan. Et le gagnant, il rentre top 15. Ouais. Ça peut être fun aussi. Ouais. Et moi, il y a un autre combat que j'ai vu proposer sur les réseaux que j'ai adoré. Rybovic contre Nazim Sadikov. Pour moi, pareil. Oh, le banger. Sadikov, je le vois au-dessus. Waouh. Je pense aussi, tu vois. Plus intelligent. En fait, je vais reprendre des termes d'anglaise qui te plaisent beaucoup et qui sont surtout comptabilisés en anglaise. Il brawl mieux parce qu'il a aussi un kick in range et en plus, il a une responsabilité défensive beaucoup plus importante. On l'a vu quand il a pris le Fight of the Night à Bakou. Il a pas pris un coup, lui. Hein. On demande, il dit, waouh, ils ont fait une guerre. Ah non. C'est pas une guerre. Il y a un mec qui a fait la guerre à l'autre. Un qui a fait une guerre et l'autre qui s'est fait, tu vois, qui s'est fait remplir. C'est pas du tout une guerre, ça. Et donc, je le trouve plus fin, plus défensif, meilleur sur ses retraits du buste, meilleur sur ses déplacements. Pour moi, Nazim Sadikov, c'est un problème et un très gros problème. Mais moi, je te suis sur la valeur des deux. Ouais. Par contre, tu me les mets face à face, c'est popcorn. Ouais. Là, c'est. Moi, c'est plus Duncan que j'aimerais voir parce que je te dis, Duncan, il a une dimension où il peut lutter aussi. Il est à Etiti, il y a un génie dans son coin parce que moi, pour moi, Brown, c'est un génie aussi du coaching, même s'il est plus discret. Ancien combattant, champion du WEC. On sait que derrière, il y a Thiago Alves avec lui aussi. Donc, il y a beaucoup de mecs très forts dans cette équipe et je pense qu'on n'a vraiment pas fini d'entendre parler d'elle. T'as vu, pareil, c'est le genre de avec ces noms-là, tu peux faire un peu tous les match-ups que tu veux, tu sais que tu vas avoir des combats fabuleux. Et Titi, c'est moins médiatisé que Fighting Nerds. Mais l'équipe de Mike Brown, parce qu'aujourd'hui, Titi, tout le monde peut y aller, en fait, tu vois. Mais quand t'as Mike Brown dans ton coin, et que t'as son équipe et que t'as Thiago Alves aussi, c'est fort. Aldric, t'en as parlé. Les nerds, ils ont trouvé un gimmick. C'est bête, mais ça joue.
Disons clairement, Pablo avec un micro, même qu'il est portugais, enfin brésilien, il est meilleur que Brown. Il dégage un truc. Ouais. Et ça plus avoir vraiment un gimmick Brown, c'est un marche. jeune entraîneur, parce que il y a 7 ans, 8 ans, il combattait. Il est un tout petit peu plus vieux que moi, si je dis pas de sottises. Donc il va encore s'améliorer. C'est jeune, hein. On est vieux pour combattre, mais quand t'as 45 ans, pour entraîneur, t'es très jeune, tu vois. Donc il va encore. J'espère bien qu'on est encore jeune à 45 ans, Aldric. Mais et donc c'est un entraîneur qui va encore faire beaucoup parler de lui, d'après moi. Et Titi, il faut vraiment pas enterrer. En tout cas, si vous n'avez pas vu ces 2 combats, allez-y. Vous ne serez pas déçus, ça c'est évident. Un petit mot, tu voulais dire le reste de la main card, Valero, si t'as envie de dire un petit truc ou... Nilmani. Oui, mais je te le gardais en dernier. Tu me le gardes dans la fin? Non, mais Valero, c'est ce que tu as envie de dire un truc. Valero qui s'impose sur décision. Non, j'ai plus envie de parler de Rin Nakamura, moi. Ouais, alors attends, on finit la main card, donc avec Neil Magny contre Eliseu Zaleski, Dos Santos. On en a parlé un peu au début avant le podcast, parce qu'on n'était pas d'accord sur un truc. Moi, je trouve que Zaleski fait n'importe quoi. Mais je trouve qu'il est petit par rapport à Magny. Je trouve qu'il gagnait le combat debout. Ah non, perso. Il prenait des coups quand même. Il prenait des coups, mais je trouve qu'il est en avance et qu'ensuite il va bêtement chercher du takedown et de la lutte et qu'il se fatigue. Ça se voit à la fin du premier round, il respire comme ça. Nilmani, c'est un problème. Si tu le mets pas KO, c'est un très gros problème. L'un n'empêche pas l'autre, à mon avis. Mais je trouve qu'il a pas de fight IQ sur ce coup-là, Eliseu. Il se gaze out tout seul. Tu vois, à la fin du premier round, il respire comme ça. Ça se tient ce que tu dis, mais moi je pense et surtout, il en fait rien. S'il fait quelque chose, un problème. S'il fait quelque chose de sa lutte et de ses mises au sol, mais il en fait rien. Il en fait rien du tout. C'est ça mon problème. Nilmani, c'est Chiro dans Gomorrah. Il est immortel. C'est-à-dire que le mec s'arrête jamais. Chaque semaine, la comparaison qui régale. Mais c'est vrai que le mec a 38 ans. Je m'entraînais avec lui en 2008 à Granite City, dans l'Illinois. Donc chez Matthews, le mec, c'est toujours un problème. Alors en plus, c'est pas un mec qui est arrivé tardivement dans le sport. Il s'entraîne depuis 16 ans à très haut niveau avec une équipe de bouchers. Il pleurait à cette époque. Il avait 20 ans, il prenait des coups de Robbie Lawler dans la tête. Et il est toujours là. Et ses cheveux, ils tombent un peu, mais il est toujours aussi fort. Et il est complet. Et il a un jab intéressant. Il est dur à mettre au sol. Quand tu rentres trop vite, il met le genou. Alors, certes, c'est moins efficace qu'un de Reader, mais il est solide et c'est un problème. Mais je pense vraiment qu'on va encore le voir 1 an ou 2. Hein. Je suis persuadé parce qu'il est encore fort. Hein. C'est encore un fier gardien de ce top 15 Walter et je trouve qu'il a fait une très très bonne performance. Ouais, les mecs increvables un peu, tu vois. Enfin, vraiment qui restent là. Eliseu, tu m'en parlais tout à l'heure donc. Non, c'est pas Eliseu. Je vais te parler de Rodolfo Vieira, mais si tu veux dire un petit mot de Nakamura avant. Ouais. Moi, j'ai trouvé fort. Rinya Nakamura, ouais. Donc, surtout, le KO est superbe, quoi. Ouais, middle. Le middle kick au corps. Après, et puis, on connaît les coups au corps, là, où la réaction est 2 secondes après. Et c'est 2 secondes après que Nathan Fletcher, il se rend compte que, bon, bah, c'est mort. En fait, il m'a vraiment bien touché. Et Nakamura, il a aussi une bonne base de lutte. Mais il était en équipe. Je crois qu'il a fait des compétitions avec l'équipe du Japon en lutte. Donc tu vois, avec ses armes en plus, un peu de striking plus sa lutte, s'il oublie pas trop sa lutte. Et on remet un petit lutte dans l'équation parce qu'il s'entraîne aussi à Etiti. Donc s'il oublie pas trop sa lutte, parce que tu connais les lutteurs qui se mettent à striker, qui se mettent à oublier leur amour premier. S'il arrive à bien mixer tout ça, à 135, ça peut à un moment devenir Ouais. Moi j'y crois. Un petit problème. J'y crois. Ouais. Je pense qu'il va bien revenir et qu'en tout cas, ce qu'il a fait à Fletcher était intéressant et Fletcher, c'est solide hein, quand même. Donc non, très bon combat. Moi, j'ai bien aimé. Je te dis la vérité, j'ai trouvé cette prélim intéressante. Fini par Rodolfo Vieira, donc tu nous parlais tout à l'heure pour arriver avec les nerds. Donc, qui s'entraîne, qui a fait son premier combat avec un camp chez Fighting Nerds et qui a indiqué après le combat, je sais plus où je l'ai vu, sur les réseaux, sur Tatame ou sur la conférence, mais qu'il allait pas prendre de vacances et qu'il allait aider un certain Caio Borralho à préparer son combat. Caio qui était encore dans le coin. Le mec, en fait, ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il va faire le backup dans 2 semaines à Chicago. Il était dans le coin ce week-end. Le mec ne s'arrête jamais. C'est bien. Continue de dépenser de l'énergie, Caio Borralho. On t'attend à Paris. Mais tu vois, et même tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est une équipe de Brésil qui arrive chez nous là, pour conquérir Paris. Là, ce côté équipe, tu vois, Caio, il est souvent dans le coin. Ils sont tous dans le coin des uns des autres, chose que tu verras pas dans l'équipe de Nico. Tu vois, les cellules sont plus étanches. Donc c'est
clair avantage. Et on n'est pas encore un pays, la France, soyons clairs, hein, on a des très bons combattants dans plein de KT, mais plein d'orgas, mais on n'est pas encore un pays comme le Brésil. Ah non, en termes de population MMA, d'équipe MMA. J'ai pas fait la stat exacte, mais je pense que plus de 35% du roster UFC, il est brésilien. On est quand même très loin de ça, Alex, disons les choses clairement. Ouais, et on n'y sera jamais. Faut pas. Jamais ça arrivera. Non. Mais par contre, et pour revenir à Rodolfo, un combat solide. Bon, il prenait quand même un mec qui vient du TUF et qui a 5-4 de record et qui est loin d'être fou. Moi, tu me le donnes demain matin pour Virgil Logan, Trezan Gore, je le prends tout de suite, mais sans aucune hésitation, et je te paye même pour me le donner. mais voilà, un combat qui gagne debout. Et avec un style, alors c'est pas un phénomène, hein, mais tu sens qu'il y a eu du travail de fait et un game plan étudié avec un jab opportun, timé. Non, des progrès debout de la part de Rodolfo qui a fait tout le combat debout. Et je savais que tu l'aimais bien, c'est pour ça que je me suis dit on va glisser quand même un petit mot. Alors, on a fait le tour de cet event, pour le coup, il était très cool. C'est un bel event. Si vous avez pas vu encore, allez mater le replay parce que ça vaut le coup. Il y a des beaux combats de partout, il y a des belles perfs de partout. Très cool event à l'Apex. Et on va rester à l'Apex la semaine prochaine. Ça nous permet de passer à la preview UFC pour le coup. Et c'est le moment aussi de rappeler que Winamax, Aldric nous accompagne depuis quelques semaines sur ce projet Jab Life et accompagne les émissions Aldric NRB et Jab Culture pour développer ces émissions et Jab Life. Et on rappelle bien sûr que Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash également avec le code promo JAB10. Les petits rappels habituels également. Les jeunes de moins de 18 ans, c'est interdit de jouer au jeu d'argent, donc vous déconnez pas, vous allez pas là-dedans. C'est pas permis pour vous et pour les autres, on joue de façon responsable, on ne perd pas ce qu'on ne peut pas gagner, ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre en tout cas. On se met juste, si on veut, un petit truc en plus en faisant un pari, mais surtout pas se mettre en danger avec ces choses-là, ça sert à rien et c'est pas le truc à faire, les gars, du tout. Jouez responsable toujours si vous aimez jouer. Voilà pour les rappels. Et on passe aux cotes de cet événement. C'est sur le main event qu'on va parler et qu'on va donner les cotes, histoire de pouvoir ensuite développer notre avis sur ce match-up. Aldric, le main event, c'est un de mes chouchous. Fluffy. Exactement. Anthony Fluffy Hernandez, l'américain, contre Roman Dolidze, le géorgien. Fluffy est à 1,24. Roman Dolidze est à 3,20. J'adore Fluffy. Tu le sais, j'adore Fluffy. Je trouve c'est un mec qui est atypique dans la façon de combattre. Tu sais jamais trop ce qu'il va faire et c'est ce que j'aime aussi chez lui parce que je suis toujours un peu comme ça à regarder ses combats et à dire qu'est-ce qui va se passer maintenant. Je m'attendais pas à ça. Quand j'ai regardé la cote. Moi, quand je fais l'analyse d'un combat, je te dis ne me donne pas les cotes, je les regarde pas. Mais au moment où je l'ai regardé, je pensais que ce serait beaucoup plus proche. Mais c'est bien, ça veut dire que les gens commencent à voir ce que je vois dans Fluffy et que c'est un mec qui a un vrai potentiel pour monter plus haut. Moi, je vois un 55-45 pour Dolidze. Hein. Ok, bah voilà, tu vois, c'est intéressant. Vas-y, explique-moi, développe sur le match-up. Anthony Hernandez, oui, fun à regarder, oui, 14-2, 31 ans, donc relativement jeune dans la catégorie, ça, je n'en disconviens pas. Par contre, quand tu regardes un petit peu les adversaires qui ont été les siens, et là, ça va parler aux gens. Alors, le Shabazian de 2023, je le mets avec des pincettes, parce qu'il fait un très bon retour, Edman Shabazian. Mais 2023, c'était encore un petit peu tendancieux. Avant ça, c'était Marc-André Barriault, qu'on a vu quand même... on a vu quelques limites contre Charapoudine. Kopilov. On a vu aussi quelques limites face à Costa. Tu vois, c'est la culture de l'instant, c'est la semaine dernière. Michael Pereira, plus compliqué, beau combat. Et Brendan Allen à décision. Brendan Allen, qu'on connaît, il a affronté Nassour à Paris l'année dernière pour le public français. Donc c'est pas mal, mais... Je trouve quand même, tu vois, par exemple, un Allen et la façon dont il l'a battu, ok. On commence quand même on commence à monter de level. Sérieux, il mérite son main event. Mais Dolidze, c'est un animal. Pour rappel, il fait une majority contre Nassourdine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu un draw. Enfin, il y a un juge, pardon, pas des, qui ont vu un draw. Roman Dolidze est un athlète. Roman Dolidze est capable de combattre à 93 comme à 84. C'est un grappleur de très haut niveau. Très, très haut niveau. Il fait des niveaux... pas mondial, on va pas s'enflammer, mais un très bon... En tout cas, pour le MMA, il a un très bon niveau de grappling. Mais alors, depuis Nassour, c'est des victoires sur Anthony Smith, Kevin Holland, Marvin Vettori. Pour moi, depuis Nassour, c'est Fluffy son plus gros test. Alors, on parle en 2025, je parle pas, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, attention, je suis pas en train de te dire qu'il est... Quand tu donnes un 55-45, c'est pile ou face. Mais jamais de la vie, c'est du 3 contre 1 pour Dolidze. Dolidze est dur, il encaisse, il est physique, il frappe fort et il est dur à amener au sol. Je pense qu'on surestime un peu Hernandez sur les côtes. Après, tout peut se passer. Ce sont quand même des KT où les mecs font entre 92 et 95 kilos le jour du combat. Ce qui laisse entendre une chose, ça frappe fort. Et avec des gants de 4, ça peut tomber. Moi, il peut se passer... Il me fait peur là-dessus.
Dolidze, pour Fluffy. Attends, ça fera Nassourdine l'a pas KO'té non, je suis d'accord. et Fluffy va le faire. Allen ou Pereira, pour moi, c'était des bons match-up pour Fluffy. Oui. Ça allait totalement dans son style aussi. Dolidze, ça peut en effet, il peut se faire calmer, quoi. C'est ce que je te dis. Il peut se faire moi, calmer, je pense que mais il peut aussi être assez atypique pour emmerder Dolidze. Oui. Et le sortir de son plan. 45, mais de là à dire 80-20 pour... Si je n'aime pas donner spécifiquement des conseils, mais à 3 contre 1, Dolidze, c'est une bet value. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a réellement de chances importantes qu'il gagne. Après, il n'est pas tout jeune. Il fait quoi, 38, si je dis pas de bêtises? Je check en 10 secondes. 37, tu vois. 15 juillet, il vient de faire 37. Donc, effectivement, pas tout jeune. Son menton peut le lâcher. Mm-hmm. Mais si je m'en réfère à ce que j'ai vu contre Nassourdine, il est encore bien là, son menton. Hein. Si si Fluffy arrive à l'amener au sol, Fluffy, il a plein de soumissions différentes. Normalement, Dolidze, je le trouve dur à finaliser. C'est fort. Hein. C'est dur à finaliser. Je suis pas sûr que Fluffy soit meilleur au sol que Dolidze. On verra. Ah ouais, vraiment, il y a match. Hein. Et aujourd'hui, je pense je sais pas s'il est meilleur. Je pense qu'il a plus d'armes, un arsenal plus large. Mais tu sais, après, la soumission, on va rentrer un peu dans le technique et peut-être qu'on va pouvoir aller encore plus dans le technique avec un certain Julien Casier qui va pas tarder à nous rejoindre pour faire un petit trio. Ça devrait. C'est pas encore sûr, on vous l'annoncera sur les réseaux, mais pour qu'il y ait soumission, il faut qu'il y ait... Alors, à part si on parle d'un leg locker, c'est-à-dire un mec qui fait des clés de jambes, là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de position. Ça peut partir vite. Mais en général, pour qu'il y ait un triangle de bras, un triangle, un étranglement, il faut qu'il y ait une prise de position importante avant ou des dégâts générés au sol. Dolidze dur quand même. Et est-ce que Fluffy est assez fort pour aller prendre des positions sur Roman Dolidze? Moi, je demande à voir. Je dis pas non. Hein. Je dis pour moi, c'est presque un 50-50. Et si je dois donner un avantage expérientiel, puisque Dolidze a fait face au numéro 1 de la KT et c'est pas le cas de Fluffy, je le donne légèrement à Dolidze pour l'expérience. Je peux t'entendre, tu vois. Et d'ailleurs, je t'ai dit, quand j'ai vu la coach, je la voyais. Pareil, j'ai beau adorer Fluffy. Qui a déjà fait un main event? Oui. Dolidze, c'est son 2e ou son 3e. Fluffy, c'est son 1er. Donc, c'est un 50-50. Et pourquoi je donne 5% de plus, enfin 10 en tout pour Roman, pour l'expérience. Là, j'entends et je te dis, quand j'ai vu la coach, j'ai beau adorer Fluffy, je le voyais pas aussi haut mais il y a un peu de... Mais il est marrant, je te dis, si vous avez jamais vu le combat de Fluffy, allez le voir. Mais tu sais que il y a des moments, il fait des trucs et tu te dis, mais jamais je m'attendrais à ce qu'il fasse ça, en fait. C'est fun, hein. Le main event est fun. Ouais, c'est cool. Et ça peut ouvrir. Ça peut ne pas parler aux gens, mais c'est fun à regarder. Hein. Et tu vois, Dolidze, on a déjà affronté d'autres. Par contre, si Fluffy s'impose, au-dessus, tu sais que si tu regardes le classement, ils sont 9e et 10e pour le coup. Dolidze 9, Fluffy 10. Au-dessus, tu commences déjà à arriver à Cannonier, Whittaker, Borayo. Ça peut ouvrir. Tu rentres dans les grands combats. Durables, voilà, tu rentres dans les grands combats de cette KT-là. Donc, c'est son opportunité à Fluffy. J'aimerais bien qu'il le fasse comme je l'aime bien. Voilà, je te parle. Et la deuxième coach que je te donnais, ça c'est plus un avis, on le fait rapidement. C'est sur le nombre de rounds de ce Dolidze Fluffy. Plus de 3,5, c'est 1,72. Moins de 3,5, c'est 1,72 aussi. Donc en gros, est-ce que ce combat va durer plus de 3 rounds et demi? Je pense que oui. Je me réfère à Nassourdine. Nassourdine l'a pas fini. Fluffy va pas finir Dolidze. Pareil, j'en ai une intime conviction, tu vois. Et je pense pas non plus que Dolidze va le finir au vite, en tout cas. Non, il est dur. Tu vois, ouais. Donc, je vois bien le truc aller plus loin que ça. Ils ont les mains lourdes les deux, mais on verra. En tout cas, c'est fun à regarder. Soit un finish tardif, tu vois, donc plus de ça, je l'imagine plus comme ça, ou une décision. Une décision pour un des deux. Sur l'as de la carte, moi j'avais noté, on t'en a parlé tout à l'heure, parce que Park, c'est lui qui devait affronter Herzeg, puis il a été remplacé, donc c'est Steve Herzeg contre des Osborne. Le combat, c'est flyweight, hein, les deux, mais il va être à 135. C'est Marcel Dorf qui l'a dit. Ouais, à parce cause qu'il du changement. Il peut pas descendre au des Osborne. Herzeg, il est 10e au classement. Il a 3 défaites de rang, donc c'est Pantora, Cara France et Moreno. Osborne, il reste sur une victoire contre Luis Gouroulet avec 3 défaites avant. Mais c'est simple, je vais te dire très clairement. En fait, c'est ça passe ou ça casse pour un des deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est la carte qu'on peut appeler la carte. S'il y avait un event, on sait que les Fight Night n'ont pas de nom. Mais s'il devait avoir un nom, c'est la carte de la résilience. Parce que tu sais que, à part Ode Osborne, qui est donc qui arrive ici parce qu'il prend un short notice, ils sont quasiment tous sur une défaite. Que ce soit Herzeg, Lucindo, et même si tu descends sur la carte, hein, Jean Matsumoto, ces mecs-là ont tous perdu, soit le dernier, soit dans les 2 derniers combats. Donc c'est un peu un truc, c'est maintenant qu'il faut rebondir. Quoi. Et c'est complètement dingue parce que plus tu descends dans la carte, toute la carte a été faite comme ça. C'est-à-dire que la carte entière, c'est une carte de la 2e chance. Et je te garantis que sur cette carte, regarde bien les perdants. On risque de les voir sur Twitter dans les mecs qui sont remerciés. UFC Roster Watch, oui. Et tu vois, quand je t'ai dit Ode Osborne, sa série, là,
bon bah tu le perds là, même si c'était du short notice et du machin. Alors peut-être que le short notice te permet de continuer encore un combat ou deux, mais ça sent pas bon pour toi. Et Herseg, je pense pas qu'il est cuté. Par contre, ton top 15, tu peux l'oublier, je pense. Enfin, tu vois, tu commences à sortir, tu commences à descendre très nettement. Ça fera 4 défaites de rang, même si c'est contre, je l'ai dit, des noms assez gros à part Osborne. Mais Herseg, c'est le combat quand même. Est-ce que tu mérites encore d'avoir des combats contre des mecs classés et bien, ou est-ce qu'en fait on t'a monté beaucoup trop vite à te donner aller jusqu'au title shot et qu'en fait on a fait une erreur avec ça? Attends, je regarde juste en 10 secondes. Si je devais juger à Aldric, j'ai plus l'impression qu'ils ont fait une erreur. Herseg, il est à l'UFC, c'est son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il peut être en fin de contrat, Alex. Ah non, il peut être en fin. Je pense qu'il le garde quand même, mais tu vois, c'est vraiment le truc. Est-ce que tu mérites d'être dans ces classements et d'affronter les autres noms de la KT, ou est-ce qu'en fait, moi j'ai l'impression. Ouais, allez, à la limite, c'est vraiment parce que c'est le continent d'Océanie qu'ils ont besoin quand même de quelques représentants là-bas, qu'il n'y en a pas tant que ça. Moi j'ai l'impression. Mais tu sais qu'il est ricain, il peut se faire ilaise là. Ouais, ça je te suis. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont monté trop, ce mec-là. Il est arrivé dans un moment. Rappelons qu'il a fait son title shot en étant 11e, je crois, ou 10e. Ouais. Voilà, il est arrivé dans un moment où il y avait moins de prétendants dans cette KT et c'était plus facile d'obtenir un shot. Ouais. Est-ce qu'il va, à 30 ans, en réobtenir un autre, à moins qu'il se renouvelle d'une façon extraordinaire? J'en doute. Ouais, mais Pantoja a nettoyé un peu tout le monde, donc c'est vrai qu'il fallait trouver aussi des mecs un peu nouveaux, tu vois, ils avaient fait Sakura et tout. Mais là, ça peut passer quand même contre Osborne. Oui. Franchement, ça peut passer. Là, de toute façon, je te dis, si ça passe pas, il y a quand même un problème. Si ça passe pas pour Herseg, ça passe pas, c'est... Parce que Osborne, pareil, tu vois. Ça le fait pas. C'est pas fou, hein, quand même. D'ailleurs, juste pour finir, bilan négatif à l'UFC. Voilà. 5-6 à l'UFC. Comme-main event, hein, là. 3 défaites d'affilée. Voilà. Ouais. Non, là, c'est là, il prend le short notice qu'on lui demande. Mais voilà, c'est vraiment... quand je vois des Français qu'on remercie à 3-1 ou à 2-2, ça fout un peu les boules quand même. On va vous dire ce qu'on vous dit toutes les semaines sur ce genre de carte. Hein. C'est pas une carte qui sur le papier est très sexy et ça peut donner des combats super. Non mais attends, comme d'habitude. C'est pas ça peut, ça va. Oui, statistiquement, quand les mecs c'est sont la dernière chance que t'es relays en général, c'est toujours des cartes. Il faut la regarder. Alors si t'aimes le MMA vraiment, faut la regarder en entier parce que ça fait des combats de fous en général. En général, il y a toujours 5-6 bangers dans une carte comme ça parce que les mecs ils lâchent. Ils jouent leur vie quoi. Ils savent qu'ils sont relays, donc ils ont besoin d'impressionner, ils ont besoin de re-signer un contrat avec des scores très légers. Comment tu re-signes quand t'as un 2-2 par exemple? Enfin quand t'es à 1-2 même là, tu vois, et que tu vas faire ton truc. Tu sais qu'il te faut faire un 2-2 et avec la manière. Donc il y a une prise de risque qui est importante parce que c'est la dernière chance et en général ça fait des events très sympas à regarder. Et inverse, quand t'es à 2-1 mais que t'as fait des combats un peu moyens, chiants entre guillemets, hein, tu vois, avant, même si tu perds mais que t'as fait une grosse guerre et que t'as donné du spectacle, t'as plus de chances finalement d'être gardé que parfois qu'une victoire à la décision à l'arrache. Tu fais un fight, c'est très rare qu'un mec, et d'ailleurs il faudrait regarder, on en parlera dans un culture, mais est-ce qu'un mec en fin de contrat qui fait Fight of the Night a déjà été relays? J'ai un petit doute. Oh, bonne stat. Tu vois, c'est un truc, ça vient de me tilter comme ça. Tu connais ma curiosité, j'irai vérifier ce genre de choses. Des mecs qui ont été relays après un KO de la soirée ou un Fight of the Night, j'ai un petit doute quand même. Ouais, ça doit être rare quand même, je suis d'accord. Donc tu vois, voilà, donc ça fait des events qui sont fun à regarder et moi je regarde. 2 petites actus UFC et on passe au débrief et des autres événements là, enfin d'un autre événement et preview rapide de ce qui va se passer en fin de semaine. C'est Khabib qui a leaké l'info. On devrait avoir donc selon lui, et il est quand même bien informé Khabib pour Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena pour le titre des 170 des welter. Madison Square Garden le 15 novembre, UFC 322. J'avais juste une question parce qu'on fera des previews de ce combat-là d'ici là dans Aldric NRB, Aldric, mais est-ce qu'on mettrait pas Topuria sur cette carte contre Paddy ou contre Tsarukyan? Et puis si les deux gagnent, let's go. Mais moi, tu vois. Alors, mon problème, c'est qui tu mets en main event. Mais le problème, si tu veux, c'est que il y a vraiment un problème. Au niveau sportif, c'est le banger de l'année. Maintenant, d'un point de vue géographique, t'as un Russe contre un Australien. Est-ce que ça remplit le Madison? Bah non. Est-ce que Topuria remplit pas plus aujourd'hui sur son nom? Topuria, Paddy Pimblett. Et en fait, tu mets Jack Della Maddalena en co-main event. On sait que New York, la fiscalité elle est plus chère, même pour l'UFC, quand tu fais du business là-bas. Donc, tu te dois de remplir et de pouvoir... En plus, les tarifs sont exorbitants, Madison, donc il faut donner envie aux New-Yorkais. Donc, il te faut autre chose. Moi, je pense qu'on va nous sortir un Sean Brady aussi de... attention, aucun contact. Il est plus managé par des gens que je connais. On n'est pas spécialement amis, on se salue juste. Mais moi, je pense qu'il te sort Brady en welter aussi. Ah, mais c'est pour ça que je te branchais quand même sur le main event. Moi, j'en persiste.
Topuria Paddy, qu'il va falloir convaincre parce que Paddy, il avait refusé de combattre à New York pour la fiscalité. Donc, il va falloir lui mettre un gros chèque. Et oui, si je dis pas de bêtises, c'est un joli 35% qui te sort de New York. Mais là, tu remplis la salle. Avec ce truc-là. Et t'as raison, Islam, Jack Della, ça remplit pas. Par contre, en common event, c'est ultra solide. Bah, après, Paddy, il fait ce qu'on lui dit en 1, et surtout s'il prend la ceinture, et en 2, bah, dans son contrat, il a forcément une valorisation s'il fait la ceinture. Et peut-être que l'UFC peut être un petit peu sympa, vu que c'est une star, et mettre un petit rajout qui fasse oublier la fiscalité. Ouais, quand même. Puis, avec la ceinture en plus, tu vois, en jeu, oui, ça le fait. Puis Topuria Islam, donc, ce que aujourd'hui beaucoup considèrent comme les 2 meilleurs combattants du monde pour le Madison Square Garden, avec la possibilité que s'ils gagnent les 2, tu fasses même une sorte de face-off à la fin. Et rendez-vous dans quelques mois à l'International Fight Week pour la... Ouais. Mais après, le New-Yorkais, il a eu, je crois que c'est l'État où le MMA a été légalisé le plus tard. Ouais. Et à New York, il y a du sport toute l'année. Il y a des grandes équipes toute l'année. On parle pas, les Knicks, je vais pas remettre une touche, hein, c'est pas encore maintenant, mais je veux dire, aujourd'hui, il est gourmet, l'amateur de sport new-yorkais. Donc, si tu veux qu'il aille payer 800 ou 1000 euros la place tout au fond du Madison, parce que c'est ça les prix aussi, et qui te paye du 10 000 ou du 15 000 pour être devant, il faut lui mettre une carte. La carte ne peut être qu'un banger. Il peut y avoir que des stars. Et on rappelle, les mecs qui sont passés en main event de ça, c'est Madison, c'est Connor, c'est JSP, c'est John Jones, c'est Alex Pereira. Et tu verras qu'il y aura une ce genre de star très très solide et un main et un co-main très très solide. Et ma deuxième info, elle est rapide, mais elle lie à notre épisode de Jab Culture sur les poids lourds qu'on vous recommande encore, qui est encore en ligne, où on joue les matchmakers. Martin Boudet, qui vient de battre Bouchécha, on en a parlé, on a fait le débrief. Top 15 de l'UFC, 7-1 à l'UFC. Il finit son contrat, l'UFC le libère. Il le garde pas. Alors, je vais jouer l'avocat du diable de l'UFC. Il a un seul finish sur ces 7 victoires à l'UFC. Moi, je pense que c'est pas ça. Donc, tu vois, ce que je veux... Rappelle-toi, tu vois, les Taylor Lapillus dans son premier run, d'autres... Non, tu peux pas. C'est le seul qui a moins de 30 ans, mon avis. Hein. Donc, pour toi, c'est une bêtise absolue d'avoir fait ça, là. Alors, c'est pas forcément une bêtise absolue. Attends. Mon avis, c'est que il y a le PFL au milieu avec le manager qui a dû faire une offre solide et que l'UFC n'a pas voulu s'aligner. Voilà mon avis. Donc, c'est pas trop l'UFC qui libère, c'est les autres. Ouais. C'est du côté de Boudaï, on dit vas-y, let's go. Moi, je pense que le PFL, et je rappelle qu'il faut un adversaire à Francis Ngannou. C'est pas vendeur. Hein. Il s'entraîne avec Aspinall, il a été à l'UFC, il a quand même battu Bouchécha il y a peu de temps. Est-ce que t'as personne à mettre à Francis, oui, je sais. Mettre qui à Francis ? C'est compliqué en tout cas. Est-ce que l'UFC lui a pas, est-ce que le PFL a pas dit, bah écoute, tu bats Bouchécha qui est quand même l'ancien champion du One, on te met un gros billet pour Francis, et que derrière, on sait que l'UFC, dans les contrats, ils ont 6 mois contractuels après libération pour s'aligner sur une offre. S'ils ont mis 800, je rappelle quand même que ça paye pas mal le PFL pour les mecs qui sont partis. Donc, moi, je pense, sans trop spéculer, qu'un mec comme ça, Boudaï, devait être à 100 000, tu vois, le combat. Parce que top 15 et poids lourd, peut-être un poil plus, mais je pense que le PFL donne beaucoup plus à Boudaï. Je pense qu'ils ont pu doubler. Wow. Si c'est pour Francis, tu sais que ça me paraît fou parce qu'il est quand même pas. Tu vois, il y a pas un. Je te rappelle les déclarations de Francis. Il a dit, alors c'était pour le dernier combat, qu'il avait fait en sorte que son adversaire touche le million. C'est bien, c'est bien ces mots. C'est vrai. Et il a toujours dit qu'il ferait en sorte que les adversaires touchent beaucoup. Alors, alors dans ce cas-là, ils ont bien joué la com, parce que même Bouddha, il fait un peu genre d'être étonné sur les réseaux, de dire qu'on n'a pas été re-signé ou machin. C'est mon avis, hein. Moi, j'ai toujours cherché des angles un peu spéciaux, mais. S'ils donnent autant à Bouddha sur ça. Mais c'est pas eux qui donnent, c'est Francis qui l'a négocié. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas un combattant. C'est pas un combattant hyper fun. T'as pas une entertainment value dingue. Mets ta casquette de matchmaker, comme on fait d'habitude sur des cultures. Tu mets qui à Francis? S'il lui reste vraiment un combat au PFL. C'est un peu plus connu, quoi. Enfin, et un peu plus fun, j'ai l'impression. Contre Francis, un mec capable de faire 93. Putain, tu l'as vu là avec ça. C'est un vrai poids lourd. Hein. C'est un poids lourd, mais avec la bedaine, il est pas très fun comme combattant. Moi, je pense qu'il y a un Alors, s'ils font ça, je mettrais du grand respect sur ta casquette de matchmaker, pour le coup. C'est mon point de vue. Je me dis que en plus, Nemkov, c'est plus un 93. Poids lourd, tu vois, c'est pas un très gros poids lourd. Francis, c'est un monstre. Tu peux pas lui mettre un mec comme ça. Et en vrai, j'espère que t'as raison. Parce que sinon, avec l'état de la KT dont on a parlé dans cet épisode-là, de couper un mec qui est top 15 avec 7-1, même s'il est chiant, mais la moitié de ton roster, ils sont chiants. Surtout qu'à 29 ans. À voir combattre. Et voilà, donc, qui est jeune, c'est un très mauvais signe pour cette catégorie à l'avenir à l'UFC. Je pense que c'est très, très mauvais. Les tenants et les aboutissants, c'est ça. On verra bien si je me suis trompé, tu vois. De toute façon, c'est quoi, Francis? C'est fin d'année. Ouais, je pense, ouais. Donc, on verra si je me suis trompé. Il aurait jamais été champion, mais enfin, tu vois, si c'est pas ça, c'est très problématique pour les lourds à l'UFC.
On passe au débrief rapide du PFL World non, pas rapide, Tournament pas rapide, 8. pas rapide. Ah non, pas rapide. C'est pas rapide, mais Les ouais. gars, Bon. 2 pages. 2 pages. Alors, je vais pas... On va s'acharner alors sur, je te dis rapide, l'événement global par rapport à tout ce qu'on a fait de l'UFC. Mais bien sûr, tu prends ton temps pour y aller. Adjudge Landu, on non, doit en parler. Voilà, notre main event. Justine, Azael et Adjudge. préviens ta famille, on doit en parler. Je prends en otage cette antenne. Les gens... Il nous a dit quoi, Rock 16h Il le a dit tournage 16 heures. Enfin, Il me reste 1 heure pour parler de... C'est le combat franco-français de l'année. C'est un combat... Donne-moi... On doit en parler, mais je te donne tout ce que tu veux. Non, laisse-moi On donner doit le... parler de ce combat. Le contexte et ensuite tu prends le mic. Ouais. Donc Azael Adjudge contre Yves Landu, on l'a présenté la semaine dernière. C'était le Coco-Main Event, enfin, ce 3e combat avant la fin sur cette carte du PFL World Tournament 8. C'était à Atlantic City où il y avait la finale des tournois à 145 et à 170, et dont on dira un mot. On peut en parler avant même si tu veux. Non, on rentre dans la timeline. Hein. On rentre dans notre main event. Azael donc qui bat Yves Landu, décision unanime. Et qui passe à 10-1 en carrière avec un avenir qui continue de s'ouvrir pour lui. 26 ans si je dis pas de bêtises, Azael. Combat très intéressant. Parce que, en gros, je vous le fais rapide et toi tu nous livres ton analyse, les 2 premiers vont pour tout le monde à peu près à Azael. Sans aucune discussion possible. Y a, même pour l'IA, tu sais, le PFL, ils ont l'IA qui score les rounds en dessous. L'IA était d'accord avec tout le monde. Azael, les 2 premiers. Le dernier va à Yves. Et en fait, le dernier, on est peut-être pas loin d'un 18. Qui aurait pu faire un draw. C'est quoi ton analyse là-dessus? Parce que je te parle direct du 3e, on fait un petit retour vite fait sur retour sur le reste, mais il le matraque bien au 3. Déjà, regardez ce combat. J'espère... Quand j'ai fait les questions-réponses, et du coup j'ai reçu plein de messages après, et j'interroge les gens, vous l'avez vu? Non. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'abonnement de DAZN, il est un peu plus compliqué, c'est plus compliqué d'annuler. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais ce combat est dingue. Regardez-le. Franchement, c'est une tuerie. Franchement, tu le disais, hein, c'est pour ça que je l'ai dit en intro, c'est toi qui me l'as dit avant l'émission. Ce sera difficile de faire beaucoup meilleur en combat franco-français cette année. Ben, surtout l'opposition. Yves Landu, c'est un problème. Il est très fort. Il a des appuis exceptionnels. C'est un striker d'exception, infatigable malgré ses 38 ans. Il a un cardio de fou. Et on va en parler au 3e. C'est important de souligner ça parce que ça, il le perd pas. C'est toujours un mec qui a un cardio de fou. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que si tu veux faire un résumé, tu fais un résumé qui est inexact. Tu dis, ouais, Azael a gagné ses 2 premiers rounds, tac, striking au premier, grappling au 2e. Non, pas que. Parce que déjà, le premier round, c'est un savant mélange de switch de garde des 2. Je veux dire, si t'aimes le striking en MMA, ce combat est fou. Je suis d'accord. Switch de garde, tous les 3 coups, chacun, ça travaille en kick in range. Yves essaye de rentrer. Azael capitalise sur le clinch aussi. Il est fabuleux, ce round. Mais c'est une de mes notes. Mais j'étais comme ça. Tu vois, le premier, dingue. Je le regardais avec un ami à moi qui aime bien le striking, qui je passe mon ancien voisin à Paris et qui je passe le bonjour, et qui vient un peu de l'aïkido, enfin tu vois, qui est pas vraiment dans nos sports à nous, mais qui vient du combat et qui me disait mais c'est quoi ces mecs là? Et il switchait tous les 3 coups. Le niveau technique des 2. Tous les 3 coups, il switchait. C'est Azael qui arrive à capitaliser parce qu'il sort pareil, des choses nouvelles qu'on avait rarement vu le faire. Il fait des push kicks. On en parlait avec Baba en plus sur l'émission de Jab Culture de la semaine dernière. Donc il prend l'avantage avec ses push kicks. Donc il permet à Yves il force plutôt Yves à rester très loin. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'il capitalise entre ça, Yves qui casse la distance parce qu'il est quand même nettement plus petit. Et quand Yves arrive à casser la distance avec son explosivité, t'as Azael qui capitalise sur le clinch de Muay Thai avec des genoux et des crochetages aussi, qui permettent d'amener ce combat au sol une partie du round, quelques minutes. Je pense que c'est 90 secondes ou peut-être 100 secondes précieuses où il frappe, il est efficace. Derrière, Yves, et ça j'insiste parce qu'il y a un scénario sur cette guillotine, il nous a fait un peu une Dustin Poirier Azael. Là, il fait une première guillotine très dangereuse où il est à 2 doigts de faire taper Yves. Yves redonne la position dominante. Et pareil, quand ça se relève, il met des genoux, il recrochette derrière, domination totale. Sur un striking de très haut niveau. Et techniquement, c'est fort. Techniquement, c'est pareil. Les amener au sol, il n'y a pas une amenée au sol énergivore. C'est-à-dire que c'est un petit crochetage sur du clinch de Muay Thai. C'est vraiment très fort au niveau des outside trip et tout qu'il fait. Ce premier round est vraiment bien construit. Il faut aimer la technique, hein, parce que le public, tu as un grand public un peu là, va peut-être pas forcément comprendre la beauté de ce combat. Il y a des feintes. Azael tente des coups de pied retournés. Yves rentre et sort très bien. Franchement, il est d'un niveau technique. Je vais me faire des ennemis, mais j'assume. Techniquement, on est un petit peu au-dessus d'un Ayoub Lebou. Voilà, vous acceptez, vous refusez, même si j'adore Mika et beaucoup Amine avec qui je parle de temps en temps sur... Là, l'intensité, l'opposition, les feintes, on est un poil au-dessus. Voilà.
c'est mon avis. Regardez-le et on en débat avec plaisir. Donc ça, c'est ce premier round. Deuxième round, changement de game plan. T'as un Azael qui fait un peu moins de striking direct, qui fait beaucoup du in and out. Et derrière, on a ce qu'on appelle un Osotogari, un outside trip. Il fait une Zabit. C'est-à-dire que c'était Zabit Magomed Sharipov qui a inventé ce mouvement, enfin, qui l'a popularisé. Et là, il fait tomber Yves. Et pareil, ça dure. Je crois qu'il capitalise plus de 3 minutes au sol. Et après ce geste technique exceptionnel, il faut du cran pour faire ça contre Yves Landu, à 26 ans, à Atlantic City sur un PFL US. Donc, magnifique deuxième round. Et effectivement, il n'y a pas photo. Et il est gagné. Alors après, question, est-ce que c'est la première fois qu'on voyait Azael autant insister sur le sol? C'est plutôt un striker. On sait qu'à 20 ans, il mettait les gants avec Connor au SBG. Donc, est-ce que cette partie-là, qui est un petit peu nouvelle pour lui et qu'il a brillamment réussi, n'a pas laissé un petit peu des traces et ne l'a pas émoussé un petit peu? Taper un peu dedans, quoi. Ouais. Clairement, de toute façon, si tu veux, je te propose d'attaquer le troisième. Parce que là, on finit le 2, il y a 20-18 pour Azael. Ouais. Il n'y a pas de doute sur ça. Ouais, franchement, oui. Tu sens quand même un Yves capable de scrambler, mais Azael met des frappes, génère des dégâts. Et clairement, il n'y a aucun monde où tu peux dire que Yves gagne le 2. Non, on est d'accord. Ni le premier. Par contre, la tête dans le coin, vraiment, tu as un Yves qui est coaché par Fabien Xabidi, qui est hyper frais. Sur la petite pause entre le 2 et le 3, qui écoute les consignes, accélère, lui dit tu peux te refaire, regarde, il est fatigué. Et c'est vrai que quand tu regardes le plan de caméra de l'équipe SBG avec Azael derrière, il est effectivement ça un petit peu respire fatigué. plus fort. Ouais. Il a la bouche ouverte, il y a le ventre qui pousse. Mais, tu vois, pas au point, je m'attends pas à ce que Yves lui fasse ça dans le 3. Parce que on va parler franco, il le matraque bien dans le 3. Alors, le 3, je te propose de démarrer tout de suite. Il y a 1 minute qui est vraiment pas mal et il y a, pour moi, 1 minute la première, c'est-à-dire de 0 à 1 minute, c'est encore Azael qui arrive à faire du in and out, qui met des petits sidekicks et qui se fait pas toucher. Donc ça, c'est pour lui. C'est important de bien décompter. Donc tu as cette première minute où Yves le cadre, tu sens qu'il est fatigué, mais c'est quand même lui qui gagne. Et tu as les 35 dernières secondes où c'est quand même Azael qui tente un triangle fermé. Donc une soumission engagée. Là, je fais exprès de laisser une boucle parce que en dehors de ces 90 secondes, tu as 3 minutes 30 où Yves est monstrueux. Ouais. Yves va envoyer une centaine, vous avez bien entendu, une centaine de frappes au sol. Si tu veux, alors là, il y a une Dustin Poirier, petite faute d'Azael. C'est la première fois que je le vois faire ça, donc je pense qu'il a dû beaucoup finaliser à l'entraînement en guillotine. Parce que là, effectivement, il y a une faute claire. Il est fatigué, et quand on est fatigué et qu'on est un striker de formation, clairement, il faut essayer de rester debout. Je pense qu'il aurait mieux fait de rester debout et de gérer, quitte à être dominé, mais il sent cette guillotine, il la prend. Yves sort très facilement. Et là, ça commence à sentir le pâté. Mais alors là, je veux qu'on y revienne. Alors, je viens d'expliquer qu'il y avait 100 frappes, donc clairement, vous avez bien compris que jusqu'à 30 secondes de la fin, Yves capitalise beaucoup. Et il touche, c'est pas juste 100 frappes, tu vois, c'est pas 100 frappes qui touche pas. Je veux juste revenir sur un tout petit truc. Azael se relève pas parce qu'il est gazé au troisième. Sur les temps de contrôle précédents, je voulais noter un truc parce que c'est important de le dire. Et là, je viens d'avoir le flash en regardant. Yves Landu est connu pour être ingardable au sol. Azael l'a gardé. Et regardez le combat. Vous allez voir que quand il est dans la garde fermée, il lève toujours un genou, il lève toujours un pied pour gêner le travail de Yves et empêcher Yves. Ce qu'a fait Azael de garder Yves au sol, alors je pense que ça l'a cramé, mais le travail technique est absolument exceptionnel. Je reviens sur mon round 3, 100 frappes envoyées. Est-ce que Azael est débordé? Est-ce qu'à un moment, l'arbitre dit de se protéger? Non. C'est-à-dire que tout le moment des frappes, il prend des coups, il finit mal, il finit avec la bouche en sang, mais tu le sens bouger son tronc pour esquiver les frappes, essayer d'attraper les poignets. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'il est réactif sur toutes les frappes de Yves. Mais il y a 100 frappes qui passent. Donc évidemment mais j'en viens dans l'explication parce que je veux qu'on débatte après de notre règle des 3D. 100 frappes passées, est-ce qu'il y a des dégâts? Oui. Est-ce qu'il y a du volume? Oui. Est-ce que ça s'inscrit dans la durée? Et je veux qu'on en discute. Et est-ce que surtout, on a une domination? Ou est-ce que ces 30 secondes où il manque de le faire taper, elles viennent pas aussi... Pour moi, tu peux pas prendre un 18 quand tu te fais enfermer dans un triangle fermé. Même si tu es sorti... Ça finit comme ça, on va rappeler le round. Il se fait enfermer. Oui, parce qu'il il sort pas. C'est-à-dire que s'il y a un triangle de Azael et que Yves sort, là, la soumission, elle est défendue. On est d'accord? Si tu as la cloche qui te sauve, tu l'as pas défendu, la soumission. Donc, pour moi, peu importe la règle,
des dégâts, de la durée et tout ça, je vois pas comment, en se faisant enfermer dans un triangle, tu peux gagner un round 18. Ok, donc là, t'es dans l'esprit d'un truc, c'est pas possible en ayant cette fin-là. Je t'ai envoyé, en plus, tu pourras confirmer, ce matin, quand on échange sur WhatsApp avant l'émission, je t'ai dit, je l'ai revu. Ouais. Ça reste un 19 pour moi, Ouais, mais toi, tu donnes 19 aussi. Mais je comprends le chemin du 18, enfin, que certains le donnent. Entre-temps, j'ai réécrit sur mon conducteur les critères que je t'ai donnés tout à l'heure. Je les prends sur mon téléphone aussi, ils sont sous mes yeux. Il y a zéro souci, ça peut être un 18. Ça me dérange pas qu'ils mettent 19, parce que vu comment ça se termine, il y a domination, il y a dégâts. Mais alors, dégâts, oui. Il y a domination pendant les 3-30. Non, tu peux pas dire que quand tu finis soumis, tu peux pas dire que tu... Regarde. Pendant cette durée, pendant les 3-30, il y a domination d'Yves Landu. On va, là, après l'entraînement, on va à la salle. Donc t'es pas obligé de Justine, elle arbitre notre combat de grappling. Je te domine pendant 4 minutes et tu me fais un triangle à la fin et c'est le temps qui me sauve. Est-ce que, quand on va retourner au bureau, on va dire, ouais, je t'ai dominé? Mais je t'ai pas dominé. Si tu m'as mis du dégât dans la tête pendant les 4 minutes en même temps? Ben, je finis avec la cloche me sauve alors que c'est un triangle fermé. Mais écoute bien ce que j'ai dit, tu peux donner. C'est-à-dire que je reviens, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est en renotant le critère ce matin après avoir parlé. Judge must consider. Ils peuvent considérer de donner le score 18 si on... Donc je te dis pas qu'il faut le mettre. Non, mais on débat très intelligemment. Voilà. Et moi, vous savez que je connais Azael depuis qu'il est petit, mais j'ai aucun... Si pour moi, Yves, il mérite 18, je dis, j'ai rien contre Yves. Que j'ai croisé une fois ou deux en plus et qui a toujours été très sympa et tout. Donc c'est pas le problème. Là, on parle d'un débat de fond. Ce serait 2 combattants ukrainiens, on dirait la même chose. Mais je vois pas comment il y a le critère de domination. Dominer un round, c'est pas se manquer de se faire soumettre. C'est ça qui me gêne, en fait. Je vois totalement. Mais donc, moi, c'est plus l'esprit. En fait, je suis avec ce truc de must consider. Et tu sais, en plus, je suis dans une croisade en ce moment pour juger comme le MMA doit être jugé. Donc, on essaye d'avoir ce truc-là. Si le juge donne 19, ça me dérange pas. S'il donne 18, ça me dérange pas. Après, c'est à son interprétation, mais il peut, c'est marqué, il doit considérer la possibilité de donner 18 à ce moment-là. Si lui considère que les 3 minutes 30 suffisent pour avoir assez de domination et de dégâts. Juste que je suis allé voir sur Verdict et je suis allé voir sur MMA Décision. Et tu sais qu'il y a certains... Alors, il y a moins de journalistes qui votent pour le PFL que pour l'UFC, mais il y en a quand même. Personne n'a donné 18. Et tu vois, ma première réaction, et même à la revoyure, j'aurais donné 19. Donc, j'aurais été dans ma chaise de juge, on en discuterait et j'aurais donné 19 quand j'aurais rendu ma carte. Mais j'entends, si tu suis au pied de la lettre le truc, j'entends que tu puisses donner 18. Moi, j'ai expliqué pourquoi. Je pense que ce combat, s'il n'y a pas le triangle de Azael à la fin, peut se finir sur un match nul. C'est un peu frustrant parce que quand tu gagnes 2 rounds de cette façon et que tu en perds juste un, tu as envie de gagner. Mais là, clairement, ce triangle change la donne et pour moi, il rééquilibre légèrement le round de façon à ce qu'il y ait une victoire 29-28 pour Azael. Mais quel combat! Il y a tout. Il y a le placement sur la carte. Il est quand même juste avant les 2 finales mondiales PFL. Il y a l'endroit, Atlantic City, c'est là où a combattu Mike Tyson et compagnie. La technique. Il y a le combat, le scénario, et il y a, pour finir, la technique. Ce combat en striking, c'est presque à se dire, bon, il a raison, Azael, de lutter parce qu'il gagne le combat comme ça. Mais t'aurais voulu, si on peut les voir 15 minutes debout, les deux, je les regarde 15 minutes debout. C'est absolument... Yves Landu est une machine. Et t'as raison, le scénario. Parce que pendant le 3e round, tu te dis, est-ce que finalement, Yves va pas le terminer, tu vois? Va pas réussir il y a vraiment tout. Mais c'est pour ça que je le mets un peu devant Amine et Michael, parce qu'il y a une globalité. Amine contre Michael, il est un peu... C'est Amine qui survole un petit peu, enfin qui domine, qui survole pas, et je vais me retrouver avec un message de Mika, mais qui domine. Là, il y a un vrai scénario avec beaucoup de choses à dire, une analyse technique, des gestes techniques exceptionnels et nouveaux. Azael qui prend une guillotine presque au point de faire taper Yves, le triangle qu'il fait à la fin. Franchement, il est en train de nous montrer beaucoup de choses. Il est en train de nous montrer beaucoup de choses à 26 ans. À l'âge qu'il a, je le dis, à l'avenir, il s'ouvre beaucoup encore plus avec cette victoire-là et on a déjà hâte de le revoir. On connaît les qualités de John Kavanagh, qui est ingénieur dans la vie civile avant et donc qui est quelqu'un qui fait vraiment réfléchir son intellect et qui est un grand coach. Aujourd'hui, avec les péripéties Conor, il est un peu mis en retrait, c'est Azael, tu vois. C'est beau en plus parce que il est allé là-bas parce qu'il y avait Conor et aujourd'hui c'est principalement lui qui donne ses lettres de noblesse au SBG, donc il le rend bien, tu vois. C'est une belle histoire en plus, mais ouais, John Kavanagh, Azael, en tout cas, ça match bien. Et il y a vraiment des progrès, les positions de Grand and Pound, le sol, la lutte, les gestes qu'il met maintenant à côté. Il capitalise avec son footwork pour aller chercher des Osotogari, enfin des outside trip et tout. C'est très très beau. Parce qu'il a fait ça à Yves Landu, qui est un problème. Et j'allais rajouter big up à Yves Landu, et voilà, qu'on va revoir aussi, et qui est un sacré combattant. Et le 3e round, c'est ce que j'ai envie de faire, moi, si j'avais le pouvoir.
je le prendrais sur cassette, j'irais à l'ABC, là, la grande commission des juges, Ouais, je réunirais le plus de juges possible, je leur foutrais, il dit maintenant vous m'expliquez. Quel moment vous considérez le 18? Est-ce que vous le considérez ou pas? Parce que c'est un cas d'école, un peu. À beaucoup de niveaux. J'aurais vraiment aimé faire ça. C'est une dinguerie, mais vraiment. Moi, je me suis vraiment régalé. Bon, vraiment. Et tous les prospects dont on avait parlé sur ce PFL World Tournament, où il y avait pas mal d'invaincus qui remettaient leur 0 en jeu, ils sont tous passés. Alors, je reprends mes petites notes. Oui, Jordan Newman, oui, mais Jakub Kazuba, les deux sont passés. Kazuba, pas avec la manière. Le combat est... Ouais. J'aime pas dire dégueulasse, mais je le dis, c'est pas grave. Même si moi, je vois même un monde où Sergio Cosio peut l'emporter, tu vois. C'est pas beau, c'est un 15-0, magnifique. Je pense que ça y est, le double vainqueur du PFL Europe va faire le PFL Monde l'année prochaine et tu verras qu'il perd. C'était un catchweight, donc je pense qu'il va plutôt se repositionner. C'était à 160, là, il va plutôt se repositionner à 155, je pense, après avoir gagné un Walter en Europe. Ça ressemble à ça. Ouais. Mais j'y crois moins. Franchement, j'y crois moins. En plus, il n'est pas tout jeune. Jakub Kazuba, il a 30 ans. Donc, j'y crois moins. Je suis honnête avec toi, j'y crois beaucoup moins. Par contre, Jordan Newman, c'est fort. Jordan Newman, c'est fort. Il passe à 8-0. Ouais. Lui, par contre, je veux voir. Je veux voir l'année prochaine à 84. Je pense qu'il va rouler. Alors, je pense vraiment qu'il va rouler sur tout le monde. Sur le sur le tournoi. Ouais, c'est vraiment. En tout cas, ça va être un sacré client. Je veux le voir. Je veux le voir parce qu'il a tout. Il a la puissance. Et en plus, là, il y a de la manière. Je rappelle que Islam Abdul Basset, il avait battu notre combattant français de Montpellier. Je vais être obligé de cliquer parce que je l'ai plus, mais c'est pas grave. Je crois qu'on l'a oublié la semaine dernière. Je vais vous prendre 3 secondes. Je l'avais dit la semaine dernière. Il avait battu. Laïd Zerouni, voilà, à l'UAE Warrior. Mais par contre, Jordan Newman, j'ai envie d'en voir plus. Je veux le voir au tournoi monde. 30 ans, pas énorme, 1m83 pour un middle, mais il a montré de très belles choses. Lui, pour moi, il fait un round après ses retirements de son adversaire. Ouais. Moi, je veux absolument en voir plus. Et voilà. Mais en dehors de ça, ils jouaient leur star, qui, je rappelle, Tadjan, est rentré dans le tournoi en remplacement. Cette année, c'était pas prévu. Et qu'il a remporté donc en gagnant la finale, tournoi des 170, en battant Logan Starley par décision unanime, et il passe à 11-0. Mais t'as raison, tu rentres par la petite porte et tu sors par la grande porte d'entrée avec la couronne. Si je dis pas de bêtises, il prend 2 biennes en 2024, et sur le tournoi, tu vois, il a été cancel. Il devait prendre Joseph Luciano sur un combat d'encadrement. Et il est propulsé, chercher le mot, contre Berkamov, qui est quand même également solide. Non, il a fait une belle aventure, avec de la réussite quand même, parce qu'il y a une split au milieu. Mais voilà, le mec était remplaçant. C'est la belle histoire, et beau combattant, donc à voir aussi. Après, contre Jason Jackson, c'est une split. Contre Logan Storley, là, il n'y a pas photo. Non. Et Storley, c'est fort. C'est très bon, on en avait parlé la semaine dernière. Vraiment intéressant. Là, il y avait une surprise de Tadjan. Pour Movlid, il n'y avait aucune surprise. Il continue. Movlid Kabulaev, on rappelle, donc a soumis Jesus Pinedo, Arm Triangle, round 5, avec Khabib dans le coin, comme d'habitude, et qui donc s'impose pour remporter le tournoi dès 145, 24-0 en carrière. Lui, par contre. Lui, c'est un client. Lui, t'aimerais bien le voir, tu vois. J'aimerais bien le voir dans une orga qui a 3 autres lettres. 34 ans, c'est le moment, mais ils le laisseront pas partir. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, si c'est le moment de le voir et de le voir contre ces grands noms qui sont là-bas, ce serait là. En phaser, moi, j'aimerais bien voir parce que il a quand même un truc. Alors, il est moins complet. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les Dagestanais, surtout quand on voit cette nouvelle version de combattants, ils sont quand même plus complets dans le striking. Lui, c'est moins complet, mais ça reste très puissant. C'est un athlète très grosse lutte, gros contrôle. Franchement, Pinedo, il n'a pas vu l'heure pendant le combat. Donc voilà, un PFL divertissant où ils ont réussi à capitaliser sur leur star, parce que Tadjan, c'est la future contre ça. Après, il est jeune en expérience, parce que c'est que 11-0. Mais je regardais les stats, 27 ans. Et plus que 27 ans, 193 cm de reach et 1m88, c'est costaud pour un Walter quand même, c'est vraiment costaud. Donc à voir pour la suite. Il est pas encore au niveau, c'est pas vrai. Là par contre, ne me faites pas de comparaison, c'est la preuve, Tadjan, que la catégorie 77 quand même, il y a un très gros écart. 70. Ah non, 77. 70, 155. Non, j'ai confondu avec 170. Mais toujours dans ma tête. La KT, on est
Moi, je pense que Tabjan, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit top 15 avec la catégorie de fou furieux qu'il y a à l'UFC. Voilà. Enfin, c'est... Ou alors 20e, voilà. Tu vois, on s'est compris. Mais pourquoi pas, ça pourrait progresser, mais non, ça atteint pas le sommet de ce genre de caté-là. Je suis d'accord avec toi. Non, mais divertissant, sympa à regarder. C'est des bons combattants à voir pour le PFL. Et pour l'instant, toutes leurs stars invaincues ont gagné. C'était un bon PFL. C'est des combattants intéressants à voir pour le PFL, tu vois. Et on a encore 2 autres finales là qui arrivent, le World Tournament 9 et 10, donc on aura d'autres. Grosse actualité PFL. Il y a un PFL la semaine prochaine. Il y a l'Afrique qui démarre, le vrai Afrique qui démarre ce week-end. Il y a encore les tournois, c'est quoi? Il y a 84 et 70, je crois, qui arrivent. Donc non, il y a encore beaucoup d'actualités sur ce PFL. On le sait qu'ils ont beaucoup d'actualités, parce qu'entre chaque combat et même avant les décisions, il y a 250 fois les bandes annonces des événements qui arrivent. Au niveau prod, ça y est. Il faut être un peu plus... proposer d'autres choses. Petit message au PFL, faites un truc divertissant. Et j'ai même pas envie d'incriminer le commentateur dont je ne connais même pas le nom, mais il est seul. Comment tu fais à commenter quelque chose? Il faut une interaction. C'est comme si toi et moi, on faisait le podcast tout seul. Non, c'est compliqué. C'est hyper compliqué de changer de ton. Il y en a un qui doit être dans l'émotion, l'autre dans l'analyse. Nous, en plus, on se relaye. Des fois, c'est moi, des fois, c'est toi. Et c'est quand même hyper compliqué de faire une analyse tout seul, surtout que c'est long en plus. C'est plus de... Tu regardes le replay sur DAZN, il y a plus de 3 heures, presque 4 heures d'event. Seul, je l'ai pas aidé parce que il y a des pubs toutes les 3 minutes qui passent. Je pense que Abdoul, on l'a vu 84 fois encore. On a compris qu'Abdoul était à Nantes le 26 septembre. Il serait peut-être temps de nous donner son adversaire plutôt que de refaire la bande-annonce. La balle est lancée. En boucle. Mais vraiment, voilà, un bel event, mais un peu gâché par la prod et surtout avec un combat français, c'est bien qu'il soit placé là, mais qui n'a pas été mis en avant au niveau de la promo et tout. C'est dommage parce que vraiment, il y avait de la qualité. Moi, ces 3 derniers combats, je les ai bien aimés. J'ai trouvé que c'était... Ouais, je suis d'accord. Même on peut mettre Jordan Newman, même s'il lui a roulé dessus. Il y avait 4 combats qui étaient aussi plaisants à regarder que l'UFC d'en face. Qui sont agréables Après, à regarder. si tu analyses 4 sur 4, j'avais dit qu'elle se valait. Non. Pour moi, mais l'UFC est un peu au-dessus. Pourtant, c'était un Apex... celui de Nora qui était moyen, tu vois, sur le papier. Non, sur la globalité de la carte, petit avantage à l'UFC, mais sur les 4 derniers combats, ça se vaut largement. C'était très très cool à regarder. Et quand je disais qu'on attend son adversaire, on le connaît à peu près. Il faudrait l'officialiser en tout cas, ou faire en sorte qu'on ait l'affiche. Voilà, le petit message au PFL. Et on finit, preview de l'Hexagone 32. Ouais. Ça, c'est de ce dimanche. Théâtre Antique d'Orange, c'est la reprise de Hexagone qui continue sa grosse année avec beaucoup d'événements. C'est un bel endroit. Il est magique. J'y suis allé, moi, avec Ilan Boifia l'année dernière. C'est un bel endroit où il y a eu des combats de gladiateurs fut un temps. Voilà, RMC le diffuse. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté arène, comme tu dis, gladiateur, tu vois. Enfin, c'est même pas un côté, c'est l'arène des gladiateurs. Ouais. Et tu le fais pas tout le temps là-bas, tu vois, tu fais pas tous tes événements là-bas, mais une fois par an, je trouve qu'Hexagone, ils assurent d'aller là-bas. Enfin, ça donne un côté très cool et c'est un rendez-vous, tu vois. Tu sais, voilà, une fois par an, ils seront au Théâtre Antique d'Orange et t'auras ce côté, très, très grandiloquent, un peu de l'endroit et qui va bien avec le combat. Donc j'aime bien l'endroit. Main event, Axel Nobou contre Mathieu Chaumont pour la ceinture vacante des welter. Ça promet une belle guerre. C'est pas des noms qui sont très connus dans le MMA français. Non. On va pas se mentir là-dessus. Mais c'est des gars qui peuvent nous envoyer, s'envoyer bien. Cette pénurie, elle est pas française. Elle est mondiale. À 67 kilos, aujourd'hui, il y a peu de stars. Ouais. Il y a peu de mecs très connus et qui sont, entre guillemets, bankable. Donc voilà, la résultante, elle est là. Regarde, l'Ares, qui est aujourd'hui un peu devant sur la KT, il y a Baki, il y a Jordan Zebo, c'est vrai qu'ils sont un petit peu mieux lotis, surtout quand tu vois que t'as Ibrahim Mané qui a quitté pour aller au PFL, qui était aussi en 77. Il y en a pas 1000 de problèmes des Français de ce niveau-là, et donc c'est compliqué de faire ton roster, ouais, ça c'est sûr. Et c'est une certitude. Et il y en a, les grands noms, cette catégorie-là en France, ils sont côté PFL en ce moment. Oui. Ça tourne autour du PFL+, tu vois. Alors, on vient de citer Abdoul. Ouais. Voilà. Il y a du monde, Cédric, Baki, tu vois, Kevin. Donc c'est plutôt là, à ce niveau-là qu'on va les trouver. Petit avantage, Ares et PFL, soyons honnêtes sur cette catégorie-là. Ça veut pas dire qu'ils ont pas. Là, tu vois, quand je regarde derrière. Alors, Samba, on attend juste après, parce que tu sais que j'aime beaucoup. Mais il y a quand même un mec qui peut faire son chemin, qui est un ancien de l'Ares, qui a pris Virgil Hogan à 84, que j'aime beaucoup, qui s'entraîne avec Islam Mashraf, Mamadou Soukouna. Ok, ouais. Mamadou Soukouna, Cocomen, donc on en parle vite fait, mais ouais, intéressant. Il était à l'Ares, ça s'est pas bien passé parce qu'il a pris Virgile, mais c'était pas sa KT. À 77, il est pas mal. Il a fait un retour au KOF où il met un KO. Il gagne contre Cassiano da Silva au KOF encore. Il gagne encore par KO au KOF encore en 2024. Et là, il fait ses débuts à l'Hexagone. 2 KO, 3 derniers combats, très solides. Il a fait la décision contre Virgile à 84. Il est venu s'entraîner un peu au boxing, je l'ai trouvé très fort.
Et je pense qu'à 77, et pour moi, il a déjà son mot à dire. Je veux pas manquer de respect à Axel et à Mathieu, mais je pense que dans un ou deux combats, il a déjà son mot à dire pour la ceinture de cette catégorie. Ouais, observez donc regardez, c'est solide. Et t'en parlais, Samba Sima. Alors, j'ai pas grand chose à dire en soi. C'est son deuxième combat professionnel à Samba. C'est un vice-champion du monde amateur qui a fait beaucoup de belles choses chez les amateurs contre le Russe Zelim Oumarov. C'est des combats pour grandir et faire grossir son palmarès. C'est un combat à son niveau. Il faut prendre son temps. Exactement. Si les champions du monde IMAF. Il a pas 1-2, il a 2-2 sur son Tapology, mais il y a un adversaire qui est un peu flagué par Tapology par rapport à la qualité de l'événement. Cela étant, c'est un combat. Ça va nous permettre. Alors moi, je l'ai vu à l'entraînement parce qu'il est venu un petit peu s'entraîner avec son équipe il y a 10 jours. Ouais, donc j'ai vu les progrès. Regardez, clignez pas des yeux, il est très très fort et très très prêt. Il rappelle, il était en interview avec son coach Malik Silla sur Jab Live. Vous pouvez toujours le retrouver sur notre chaîne YouTube. Si on vous le dit, c'est que Samba Sima, c'est le genre de mec qu'au début de carrière, faut le regarder parce qu'il a un talent fou. Moi, j'ai été à l'entraînement pendant qu'il était là du côté du boxing. Ce gamin a énormément de talent, c'est très fort. On sait pas jusqu'où il montera, mais en tout cas, c'est une carrière qui s'observe. C'est une carrière qui s'observe clairement parce que, et il a de la foudre. Quand ça touche, ça touche. On se rappelle sa série de KO aux IMAF, mais même là, tu sens. Puis il a faim là. Tu sens qu'il a envie de ce combat-là, qu'il a envie de remonter dans la cage. Et au-delà, c'est un gamin génial. Allez, une nouvelle fois, je vous conseille. C'est même pas parce qu'elle est chez nous, mais allez voir l'interview. Je trouve que c'est vraiment rafraîchissant aussi d'avoir ce genre de mec. Talent dans la cage et personnalité en dehors. Et dernier combat qui m'intéressait de te parler, Aldric, sur cette carte, c'est Océane Sanson, elle championne du monde, amateur IMAF pour le coup, qui est policière dans la vie civile d'ailleurs. Championne du monde IMAF, championne premier de la combat pro, attends, c'est important de le dire. Chez MMA Academy, là, pour ceux qui avaient regardé avec Taylor et Morgan, je crois que c'était en face. Donc elle a gagné aussi là-bas, elle est championne de la MMA Academy, elle fait ses débuts pro. Pareil, faut prendre son temps. On sait qu'elle prend, pareil, une fille, je crois qu'il y a écossaise, pro, Anna-Louise Burns. Mais ça, c'est un prospect. Je rappelle, les champions du monde IMAF en général, surtout chez les filles, elles font des carrières souvent très intéressantes. Même si il y a Manon qui a été championne du monde IMAF. Comment elle s'appelle? Ce qui a perdu ça va me revenir, non, c'est pas grave, c'est une Brésilienne qui avait aussi titré à l'IMAF avant d'intégrer l'UFC. Ça sent bon en général quand tu vois ce genre de prospect. Elle est à 115, elle est chez les strawweights. Enfin, tu vois, il y a un technicien du pied-point dans son coin puisqu'elle s'entraîne à ringside avec Fabio Pinca. Fabio, en plus, c'est pas un nouvel arrivant. C'est-à-dire, ça fait quelques années qu'il entraîne en MMA. Fabio, il a eu Clara Rucignolo aussi qui va combattre, je crois, dans 2 semaines à l'Octagone. Donc, il a déjà eu des filles en MMA. C'est pas un entraîneur de pied-point aujourd'hui, c'est un vrai entraîneur de MMA qui s'est rapproché de la lutte livrée. Donc, non, je pense que ça peut être très intéressant. Ouais, je suis d'accord. Je disais 115, les strawweight. Donc, c'est Amanda Ribas que je cherchais, qui avait aussi titré aux IMAF, tu vois. Donc, qu'on a vu contre Tabata Ricci récemment. Ouais. Et est-ce que c'est une nouvelle prétendante dans cette catégorie des 52? On verra. Non, mais voilà, parce qu'on n'en a pas à l'UFC des 52. C'est des catégories où on peut faire son trou aussi et elle a beaucoup de talent, Océane, donc à observer. Et son adversaire, je te disais, pour le clin d'œil, qui a été battu par Océane Krex, qu'on avait vu à la MMA League. Dit Pikachu. La vidéo qui est passée aussi un peu chez toi d'ailleurs récemment, et qu'on avait observé dans nos images quand on avait débriefé les images de la MMA League. Donc ça se recoupe, c'était dans un événement amateur en Angleterre l'an dernier qu'elle avait affronté Océane Krex. Et Océane Sanson, elle est surnommée la patronne. J'aime bien, tu vois, elle arrive dans le milieu. Voilà, elle se pose là, je suis la patronne, donc on va voir jusqu'où montera la patronne. Mais à observer, c'est toujours intéressant, tu le disais, des débuts pro pour une championne du monde IMAF, c'est toujours très intéressant à observer. Donc n'hésitez pas, cet événement, c'est dimanche, enfin tu vois, c'est une rareté dans le MMA, c'est plutôt vendredi, samedi, nous les events. Là, c'est dimanche au Théâtre Antique d'Orange. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, rien que le spectacle visuel à Orange, il mérite le déplacement pour le coup, et plus les quelques combats qu'on vient de vous dire. Je cite 2 derniers événements pour finir sur Aldric NRB, les 2 derniers événements de la semaine. On fera ça toutes les semaines. On vous listera un peu tous les événements si vous aimez le MMA que vous pouvez suivre. Il y a aussi l'Octagone 74, c'est à Prague, République tchèque. 2 sparring de Manon qui s'affrontent pour la ceinture. Ah, donc c'est Cecilie Bollender de Norvège, je disais, qui défend son titre bantam face à Lucia Svabova. Donc c'est Bollender, on l'avait prise pour préparer Blankfield. Okay. Et Sabova, on l'a prise pour préparer la ceinture. Ouais, je me souvenais de la Sabova pour Shevchenko, mais pas de Bollender. Donc voilà, écoutez, les sparring de Manon s'affrontent pour une ceinture en République tchèque. Et des Brésiliens, Igor Severino et Elvis Silva pour la ceinture vacante bantam, également, mais côté homme, c'est en co-main event. Et à Johannesburg, on a le PFL Africa 2, et qui, contrairement au premier, n'est pas lié à un Road to Abu Dhabi, Championship Series en haut. C'est un pur PFL Afrique du début à la fin de la carte. Ibrahimane. Tournoi 145 et à 170.
avec des Africains partout qui vont donc c'est cool. Enfin, ils développent ce qu'on avait parlé quand on avait parlé de ça. Ce 135 qui revient de façon systématique. T'as vu la 145 et 70. là, okay. Ouais. Ah non, 135 c'était pour l'événement d'avant. C'était l'événement d'avant. Exactement. La carte. Donc ils ont fait 135, 145 poids lourd et Walter. Exactement. Okay. Ouais, donc ça se développe bien. Et ils continuent de développer ces différents tournois sur les cartes PFL africains. On est toujours en Afrique du Sud pour l'instant, mais je sais qu'ils vont aller dans des pays d'Afrique noire. Là, ils sont à Johannesburg. C'est déjà annoncé, Johannesburg. Et le combat qui nous intéressera plus quand même, il représente la Zambie, mais c'est Ibrahim Mané, t'en parlais, qui sera dans le co-main event contre Shido Boris Esperanza de l'Angola. Donc à suivre aussi quand même pour Ibrahim. C'est un très gros combat, vraiment, très gros combat. Merci Aldric, je crois qu'on a fait un bon épisode, bien long. Merci Justine d'avoir supporté tout ça, comme d'habitude, comme chaque semaine, à nous entendre dire tous ces noms qu'elle ne connaît pas. Merci à tous. On se retrouve très vite dans Jab Culture cette semaine. On n'a pas encore le thème, on aura peut-être des invités, on va voir ce qui va se passer. On organise tout ça. On a mis la barre un peu haut avec Johnny et Baba récemment, tu vois, sur la qualité des... Il nous faut un Julien Casier là pour pouvoir... voilà, le message est lancé. Julien, descend qu'on puisse parler grappling après avoir parlé évolution MMA et pied-point ensuite derrière. Et d'autres surprises, il y a des surprises qui arrivent sur Jab Life, il y a des surprises même très grosses qui arrivent sur Jab Life, donc on vous en dit pas plus, mais c'est dans les jours à venir. Merci Aldric, on se revoit en fin de semaine pour Jab Culture et la semaine prochaine, bien sûr, pour le Aldric NRB où on vous débriefera tout ce qui arrive et puis on commencera à parler, bien sûr, d'autres choses puisque tu seras à Las Vegas pour Eliane Boafia. Je t'aurai dans ma télé et non pas en studio avec moi. Ouais. Et on parlera des Dana White Contender Series de Shimaev DDP qui arrivera à ce moment-là. Il y aura une grosse semaine à venir. Donc un Aldric et NRB spécial à chacun d'un côté de l'océan Atlantique. Exactement. Merci Aldric, merci à tous et à très vite sur Jab Life avec Aldric NRB ou Jab Culture. Ciao, ciao.